is down! No! Sagan is down! Taken Van Avermaet with him! Et là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Bonjour à tous pour un nouvel épisode de Dames et ses amis. Après la 100% belge que j'avais fait sur l'épisode précédent, je vais faire je vais dire 100% vélo futé avec un follower fidèle que je suis et avec JB et Titouan, donc les deux des membres de Vélo Futé. Bonjour à vous deux, ça fait super plaisir de vous avoir. C'est un honneur de vous avoir avec moi. Peut-être pas exagéré, mais en tout cas, nous, on est ravis. Moi, je suis ravi pour ma part d'être invité, Damien, ça fait plaisir. Avec plaisir. Alors, évidemment, à mon avis, ceux qui vont me regarder vous connaissent déjà. Quand même je vais vous demander une petite présentation. Quoique vous connaissent déjà, mais finalement, est-ce qu'ils savent d'où vous venez, quel âge vous avez, si vous faites régulièrement du vélo ou pas. On sait que Quentin dans l'équipe en fait, mais même moi, je ne sais pas en fait si vous roulez vous deux à vélo ou pas. Donc, JB, dis-moi un petit peu de quelle région. Alors, vous êtes français, ça je sais, mais de quelle région tu viens, quel âge tu as, si tu roules. Écoute, moi je viens initialement de la région lyonnaise, et je suis sur Paris depuis bien longtemps. Donc voilà, pour ce qui est du vélo, autant je suis très assidu devant la télé et même au niveau du travail, autant en faire, ça fait bien longtemps que c'est plus le cas. Sauf s'il est électrique, ça éventuellement, ça peut faire. Ou en descente. En descente, ça va. Ouais, mais seulement si tu me déposes au sommet au départ. Hein, parce que... non, j'ai pas la condition physique pour monter. Mais non, voilà. Mais le vélo, je le suis surtout grâce au boulot. Mais ça reste. J'aime bien en faire, mais je peux pas. Voilà. Ouais. Ok. Et toi, Titouan? Ouais, moi, écoute, le vélo, je le pratique un petit peu. J'ai commencé il y a 2-3 ans. En fait, le vélo, globalement, je le suis depuis 2005. Donc, c'est le premier vrai Tour de France que j'ai suivi en entier. J'avais à l'époque 10 ans. Et ouais, le vélo, je le pratique un petit peu. Je fais l'été, je sais pas, entre 50 et 100 km par semaine, mais je suis pas non plus un gros rouleur comme peut l'être Laurent, nouveau venu dans l'équipe, et surtout Quentin, qui est globalement, je pense, c'est sûr, c'est le meilleur rouleur d'entre nous. C'est celui qui fait tout l'école. C'est lui qui a le plus de bagages à ce niveau-là. Ouais, c'est le grimpeur du groupe, le Colombien du groupe. Je sais pas si c'est le grimpeur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit sûrement mieux rouler et mieux grimper que nous tous réunis. Ouais. Grimper, c'est sûr. Ouais. Oui, rouler aussi, à mon avis. Enfin, en tout cas, je parle JB pour ce que tu m'as dit, et pour moi, parce que moi, c'est comme toi. C'est du vélo de temps en temps en famille, une petite balade cool, quoi, mais j'arrive à suivre ma fille, donc c'est bien, déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est un bon début. Donc voilà. Ok. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme d'habitude, première étape du fil rouge, c'est le top 3 des coureurs du mois écoulé. Donc ici, on va parler du mois de mai, évidemment. Ce que je vous propose, c'est que vous me donniez peut-être d'abord votre troisième nom. Donc, Titouan, tu peux me donner peut-être ton troisième nom. JB, tu me donneras le tien, et puis je donne le mien. Et ainsi de suite, on remonte jusqu'à la première place. Quoi. Okay. Donc, Titouan, en numéro 3, toi, tu mettrais qui pour ce mois de mai? Biniam Girmay. Ah, ouais. Pourquoi Girmay? Parce que voilà, on l'attendait plus ou moins sur le Tour d'Italie. Et il nous a pas déçus. Il a été vraiment excellent sur la première étape. Il pouvait pas faire beaucoup mieux. Il a été évidemment très performant sur certains sprints, des troisième ou quatrième places face aux spécialistes. Donc même dans ce domaine, il a un vrai avenir, un peu à l'instar de Peter Sagan en fait à ses débuts. Et puis évidemment cette victoire assez magnifique, ce sprint franchement colossal face à Van Der Poel de 300 mètres. Voilà, il m'a pas bluffé parce que voilà, on avait fait un portrait de lui début mars ou avril, juste avant le Milan-San Remo sur Vélo Futé, où on disait justement qu'on attendait beaucoup de lui, une étape donc d'une belle performance sur le San Remo, évidemment une victoire d'étape sur le Tour d'Italie. Donc qui gagne, c'est pas une surprise, mais qui confirme en fait ce qu'on imaginait de lui, c'est déjà énorme. Souvent la confirmation, c'est ce qu'il y a de plus dur, donc voilà, une très belle satisfaction, Biniam Girmay. Ouais, et il aurait peut-être pu. Enfin, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il aurait pris le cyclamen s'il était resté jusqu'au bout. On ne le saura jamais, mais. Je ne sais pas s'il l'aurait pris parce qu'il n'y avait pas forcément énormément d'étapes non plus qui pouvaient lui convenir en deuxième ou troisième semaine,
Mais en tout cas, il aurait clairement pas été loin et il y aurait eu une vraie bagarre, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu cette bagarre, justement. Toi, JB, en numéro 3, c'est ton choix. Pour mon numéro 3, je vais pas rester sur le Giro parce que les autres vont y être. Du coup, je suis parti sur Remco Evenepoel parce que au début de saison, on a quand même un peu douté sur ses qualités en montagne, notamment Tour de Valence notamment et à Tirreno où il avait calé dès qu'il y avait des vrais cols. Ok, la concurrence n'était pas la même au Tour de Norvège, c'est à moins qu'on puisse dire, avec tout le respect que j'ai pour Jay Vine et Luc Plapp. Mais il a été franchement impressionnant sur un col qui est quand même pas ridicule. 10 km à 8%, ça reste un col difficile pour un coureur qui est en difficulté jusque-là en début de saison. Donc il est impressionnant et on sent qu'il y a cette évolution physique que l'on attendait après son début de saison, où il avait annoncé notamment qu'il avait été plus lourd que les années précédentes pour les classiques. Il devait perdre 3 ou 4 kilos avant la Vuelta. Je doute qu'il les ait perdus pour l'instant, mais en tout cas, on sent qu'il est quand même déjà plus affûté et ça promet vraiment pour la Vuelta. Et son Tour de Norvège, on s'attendait à ce qu'il gagne le général et au moins une étape. On s'attendait peut-être pas à ce qu'il gagne au sprint l'autre jour aussi. Ouais, même si son sprint est limite, on va dire, niveau trajectoire. Mais voilà, c'est du Remco finalement, tout simplement. Mais je vais t'avouer, j'ai pas vu l'arrivée au sprint, figure-toi. J'étais pas dispo ce jour-là et j'ai même pas regardé la rediff. Mais oui, c'est assez surprenant comme résultat, effectivement. Écoute, moi, je vais pas rajouter grand-chose, en fait, parce que tu as un peu tout dit, parce que tu as fait le même choix que moi. En 3, j'avais mis Remco aussi. Comme toi, je suis un peu sorti du Giro pour aller voir un peu ailleurs. Je vais être un peu moins enthousiaste que toi, mais à mon avis, c'est de la prudence en tant que Belge. Je veux essayer de pas trop m'emballer. J'essaye de pas trop m'emballer, alors que dans ma tête, si, je m'emballe, hein, mais non, je me dis que... On s'emballe tous avec Evan. Voilà, c'est ça. Mais je me dis que la concurrence, comme tu l'as très bien dit, était ce qu'elle était. Et même s'il a coincé, par exemple, la Valence, il coince, mais il n'est pas non plus si loin. Et avec le plateau qu'il y avait en Norvège, il gagnait certainement Valence quand même. Donc j'ai envie de pas trop m'emballer à ce niveau-là. Mais bon, il va chercher effectivement le général, 3 victoires d'étape. Je pense qu'il méritait quand même bien sa place là sur le podium. Et j'ai regardé, du coup, il est maintenant le coureur. Il a rejoint Jacobsen au nombre de victoires depuis le début de l'année. C'est quand même pas si mal. Effectivement, comme tu disais, on a eu tendance un peu à le critiquer. Et finalement, c'est pas mal pour un mec qu'on critique régulièrement. Après, c'est Remco. Il va être adulé par certains, critiqué par d'autres. Il est rarement insensible, on est rarement neutre à son sujet. Donc voilà. Remco, j'ai regardé un peu le classement, il avait déjà pris 5 points. Donc on va le faire remonter un tout petit peu dans le classement là, de ce petit concours. Avant de te demander ton numéro 2, Titouan, le Tour de Norvège de Remco, ça t'inspire quelque chose ou c'est ce qui était attendu et puis voilà, ça ne change pas grand-chose Ouais, moi je suis pas étonné du tout. Même ses victoires plus ou moins au sprint, il disait qu'il avait fait de gros progrès par rapport à son tout début de carrière. Il est toujours au début de carrière, mais par rapport à sa première année professionnelle du moins. Voilà, ça m'étonne pas de le voir arriver en puncher parce que moi, ça fait très longtemps que je le dis que finalement, actuellement, c'est plus un puncher qu'un pur grimpeur. Dès qu'il y a un long col, il a du mal. Donc finalement, voilà, cette première arrivée, cette victoire lui correspondait assez bien, surtout qu'il n'y avait pas des Alaphilippe ou des coureurs de ce niveau-là non plus. Et la troisième étape, c'était pas non plus 10 km, c'était pas non plus 2000 mètres d'altitude. Donc finalement, ça restait dans les cordes de Remco. Après, comme tu disais, il y avait les pourcentages, mais les pourcentages... il a perdu du poids, ça se voit nettement, et à partir de là, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas les capacités de grimper un minimum, surtout sur des cols comme ça de cette distance. Donc non, pas de surprise, simplement la satisfaction de se dire que Remco est là et qu'on voit une évolution par rapport au début de saison quand même au niveau de son physique, et que du coup, ça suit au niveau des performances dès que ça monte. De toute façon, et je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus, mais je trouve pas qu'il y ait vraiment de doute sur les capacités de Remco à vraiment bien grimper. Non, un peu aussi bien que Pogacar, peut-être pas, mais à partir du moment où un coureur comme à partir du moment qu'un coureur comme Dumoulin, Wiggins ou des mecs comme ça ont réussi à grimper, un Remco Evenepoel n'a aucune raison de ne pas y arriver. Voilà, il faut juste qu'il ait la bonne méthode, la bonne manière de s'entraîner. Mais un moteur comme ça, s'il était à la Sky Ineos, il le transformerait sans problème en vainqueur de grand tour.
Donc voilà, Encore, il est moins lourd. Il est moins lourd que Dumoulin ou Wiggins-Letter. est-ce que chez Quick-Step, ils vont réussir à le transformer? Mais en tout cas, je pense que par rapport à des Froome ou autres, il est encore plus fort en chrono. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à grimper. Mais après, on ne sait pas non plus le comportement que peut avoir certains à plus de 2000 mètres. Voilà, ça peut être une limite qu'on ne connaît pas. Ouais. Oui, la question, oui, c'est ça. Mais en fait, effectivement, sur le long terme, je pense que tout le monde est d'accord qu'il a le potentiel, il est là. Après, est-ce que ce sera à court terme, à moyen terme, à long terme? Est-ce que ce sera chez Lefebvre, pas chez Lefebvre? Tout ça, Mais ça tu pose vois, question parce qu'il y a aussi, excuse-moi, il y a aussi l'équipe. Et enfin, c'est un débat qui a déjà été fait beaucoup de fois, mais je suis pas sûr que chez Lefebvre, ça puisse le faire. Et je vais pas empiéter sur la deuxième partie, on en discutera un peu plus avec le transfert de Merlier. Mais voilà, après, oui, le potentiel est là, ça c'est évident. Tu vois, T'allais moi, dire, ouais. je disais en début d'année que je voyais Remco gagner un monument avant de gagner un grand tour. Bon, bah, c'est arrivé encore plus vite que prévu. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne Liège-Bastogne cette année, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi, il avait, comme Gaudu d'ailleurs, que j'annonçais aussi, plus performant sur les classiques que sur les grands tours. Ben, je pense que et voilà, Evenepoel, je le voyais plus sur un monument au tout départ et justement Liège-Bastogne-Liège. Donc, pas celui-là, mais Liège-Bastogne de manière générale. Donc voilà, donc non, je pense que ça va venir, il faut juste lui laisser un peu de temps, il n'a que 22 ans, je crois. Donc bon, Oui, il a voilà. pour le temps. Laissons-le tranquille. Ouais. On va enchaîner avec ton numéro 2 alors, Titouan. Ouais, alors je vais faire dans l'originalité, je vais un peu casser ton concours ou ton classement des Vas-y. coureurs. Je voulais parler de Remco, mais du coup, je vais pas parler de Remco. Je vais rester sur le Tour de Norvège et je vais parler de Marco Brenner. Pourquoi Marco Brenner? Parce que c'est un coureur qu'on suit beaucoup. On aime beaucoup les coureurs allemands chez Vélo Futé, notamment parce qu'avec Romain, on a un certain attachement familial à l'Allemagne. Donc Marco Brenner fait partie des coureurs qu'on suit depuis longtemps. On a un portrait qui est disponible sur le site déjà sur lui. Et Marco Brenner, l'année dernière, il a été assez décevant, mais c'est difficile toujours de passer de junior à professionnel. C'est sévère. Et cette année, c'est sévère quand même. Il fait top 20 sur la flèche quasiment. Ouais, mais il était pas, tu vois, il était pas, enfin voilà, on sentait qu'il manquait de caisse, il faisait des échappées, plutôt des trucs dans le genre, c'était pas monstrueux. Cette année, je m'attendais un peu mieux, et puis il a eu mis du temps à franchir le cap. Je sais pas s'il a eu des difficultés ou pas. En tout cas, là, sur ce Tour de Norvège, ben, il a été exceptionnel jusqu'à ce qu'il soit forfait pour Covid. Mais il a vraiment été excellent. Sur la troisième étape, donc qui arrive au sommet, il faut savoir qu'en fait, il a un problème mécanique en gros quelques kilomètres avant la montée, et son équipe est obligée de le ramener, donc il doit faire un effort colossal pour revenir, se replacer au pied de la côte, et encore je suis même pas sûr qu'il ait réussi à bien se replacer, et malgré ça il finit 8e. Donc voilà, il finit 8e, et à ce moment-là il était 5e du général. Donc c'est vraiment une super performance. On se rappelle qu'il a que 19 ans, c'est vraiment un poids léger, donc sur le plat roulé comme ça, c'est comme si on demandait à Ivan Sosa pour le moment, voilà, ça lui a pas fait du bien. Malgré ses compétences, hein, en junior, il a des références en contre-la-montre, mais c'est pas par rapport aux professionnels, c'est pas un gros moteur pour le moment, quoi. Et donc voilà, le voir remonter, finir 8e, c'était vraiment très positif, et je suis vraiment déçu qu'il ait eu ce Covid, c'est vraiment un mauvais timing. En plus, il aurait marqué ses premiers points sur sur Rival Manager, parce qu'on l'a et c'est le seul coureur qui n'a pas de points pour le moment. Donc ouais, c'est une petite frustration, mais vraiment très heureux de l'avoir vu à ce niveau-là. Et ça, c'est très positif pour la suite. Ok, moi je suis un peu d'accord avec toi. Enfin, je voyais JB, mais tu as raison, JB, il est super jeune. Après, vu qu'il y a des jeunes qui arrivent, hein. Il y a des jeunes qui arrivent, qui cassent tout et on perd toute raison en fait. Et moi aussi, j'étais un petit peu déçu par Brenner l'année passée en fait. Je l'ai même pas repris dans ma rivale cette année d'ailleurs, alors que énorme talent, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, Tito, sur le petit côté décevant. Hein. J'ai pas été déçu par son année l'année dernière. Simplement, il a pas été, voilà, il a pas. On l'a pas vu. Quoi, non, on l'a pas vu. On savait qu'il allait avoir besoin, comme je l'expliquais un petit peu en début d'année avec Dely, je pensais qu'il aurait besoin d'une année à 19 ans, il aurait besoin d'une année intermédiaire pour se préparer au rythme des pros et puis ensuite, voilà, relâcher tout son potentiel. Ça s'est fait plus vite, mais chez les sprinters, ça a tendance à se faire plus vite. On pourrait parler d'Œil de Brooks. Tu disais la même chose avec Øyde de Brooks, et c'est vrai qu'on le voit. Øyde de Brooks se montre, d'ailleurs, lui aussi se montre, mais il n'est pas non plus transcendant, quoi. Voilà, il est là, là, mais tu vois, il était comme Brenner, quoi. Il était à peu près comme Brenner, en fait, sur le Tour de Norvège. Et ils ont le même âge, donc finalement,
ils sont, voilà, c'est pas Ayuso encore, mais ils sont là, quoi. Et l'année prochaine, je pense qu'ils vont tous les deux franchir un cap. Ouais. Toi, JB, au numéro 2? Moi, je vais revenir sur le Giro, du coup, parce que mon numéro 2, c'est Arnaud Demar. Au moment d'aborder le Giro et donc d'aborder ce mois de mai, c'était difficile quand même d'être plus négatif que ça l'était actuellement depuis 1 an et demi pour Demar et la Groupama au sprint. Oui, il avait gagné en fin de saison dernière, mais rien n'allait au sprint. Le train était affreux, plus rien n'allait. Et là, sur le Giro, il a suffi d'un sprint pour que tout redevienne comme avant, finalement. Il le disait, ils ont beaucoup travaillé cet hiver. Ça n'a pas payé en début de saison parce qu'il y a eu pas mal de soucis. Et c'est vrai que sur ce Giro, ils ont été impérial, le train de la FDJ comme Demar. S'il n'y avait pas une concurrence pourrie, comme on a pu le dire par rapport à 2020, là, il y avait One, il y avait Cavendish, il y avait un Gaviria qui était quand même supérieur à celui d'il y a 2 ans. Et il y avait même Denese qui est quand même l'une des pépites montantes. Il y avait aussi Baos. Il y avait du monde. Et finalement, il n'y a jamais eu photo, à part le premier jour où il se foire un petit peu, le sprint. Et le jour où Denise gagne, il lance trop tôt, mais parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que son train s'est réglé. En revanche, Guarnieri est toujours aussi fatigué et plus haut niveau par rapport à avant. Il est vieux, hein, Guarnieri, non? Ouais, ça se voit. Hein. Il va falloir qu'il le change. Il n'y a que Morkov pour réussir à faire des performances de poisson pilote comme ça à cet âge-là. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que Guarnieri a failli coûter la victoire de Mar à Scalea, même si c'est sûr que le vent de face l'a quand même sauvé aussi. Mais Guarnieri a fait un moins bon travail de poisson pilote que n'a fait Sigentop, par exemple. Mais globalement, la Groupama a fait un travail extraordinaire tout au long de ce Giro. Et Demar, le voir gagner 3 étapes comme ça, il aurait peut-être gagné une 4e s'ils avaient réussi à prendre l'échappée lors de la 18e. Mais voilà, personne. Si, moi je les avais dit, bon, presque personne ne voyait Demar dominer à ce point-là le sprint de ce Giro-là. Gagner, oui, mais dominer. Voilà, on le voyait en gagner éventuellement une, pas être aussi dominateur et écrasant au sprint, quoi. Donc ça fait plaisir de revoir ce Demar-là, de le revoir à son meilleur niveau finalement. Et on a envie de le voir sur la Vuelta maintenant, en fin de saison, et essayer de rentrer dans le cercle de ceux qui ont gagné sur les 3 grands tours. Parce que c'est un peu ce qui lui manque, gagner sur la Vuelta. Écoute, on va croire que j'ai copié sur toi, mais c'était mon numéro 2 aussi. Les grands esprits se rencontrent, il paraît. Ouais, c'est J'ai bien fait de varier, hein, parce que sinon. Oui, c'est ça. Surtout que le numéro 1, bon, enfin, on en parlera après, mais j'imagine que. Je rejoins ce que tu dis. Nous, sur le deuxième épisode, ici, on avait parlé avec Baptiste et Laurent des sprinteurs. Et on était d'accord pour dire que Demar était peut-être meilleur classic-man que sprinter. Et il nous a bien fait mentir là en fait. Mais moi je l'imaginais pas, quand vous dites on l'imaginait peut-être bien gagner une étape. Oui, avec concours de circonstances, sinon je l'imaginais pas gagner une étape. Pour moi, quand tu as Ewan, déjà au départ, je vois Ewan faire la razzia. Et puis tu as quand même Cavendish qui était là. Enfin, tu as cité les noms qui étaient là. Et quand depuis le temps, entre guillemets, que ça n'allait pas avec Demar, même si je trouvais qu'on voyait quand même en début de saison que ça allait mieux que l'année avant. Hein. Ça réussissait pas nécessairement, mais tu voyais que ça allait mieux. Quoi. Ouais. Mais ouais, là, il a quand même vraiment bluffé. Et, il gagne face au meilleur. Alors, on pourra toujours dire, oui, mais Ewan y était tombé. Ouais, on va pas refaire l'histoire. Je pense qu'Ewan était là et il reste un sacré client, quoi. Donc, il m'a vraiment totalement bluffé. Et je reviens sur l'histoire avec Guilherme, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu la bataille entre les deux. Parce que là, ça aurait vraiment été sympa, cette bagarre. Ça aurait peut-être été le truc intéressant du Giro, en fait. Hein. C'est ça. Je pense que Demar l'aurait quand même gagné, parce que si on se rappelle, c'est quoi après sa victoire, Guilherme, il revient, je crois, à 3 points de Demar, un truc comme ça. Le lendemain, c'est une échappée qui va au bout. Ça ne serait pas changé, même avec Intermarché, ça n'aurait pas roulé. Derrière, il y a l'étape de Cuneo. Je ne suis pas sûr que Guilherme pouvait battre Demar ce jour-là. Ça aurait peut-être facilité la poursuite de l'échappée, mais je pense que le scénario au final aurait été le même. Et après, s'il n'y a pas eu une seule étape qui est arrivée groupée, il n'y avait que la 18e qui pouvait s'ouvrir à Guilherme. Donc je ne suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose d'aussi clamène, mais c'est sûr que ça aurait donné un petit peu de piquant supplémentaire à cette fin de Giro qui était quand même bien terne. Ouais, d'autant plus que
Intermarché ne pouvait pas tout mettre là-dessus parce que finalement, ils ont quand même leurs 2 hommes aussi dans le classement là. Donc, ils n'auraient pas pu Oui, mais mettre il se toute débrouillait l'équipe tout pour essayer seul. de faire. Les Ouais, deux du classement, il se débrouillait tout ouais, seul. c'est vrai pas- aussi. Ouais. Je pense Ouais. pas que ce soit une gêne que Hirt et Pozzovivo soient devant. Et de toute façon, ils se démerdaient tout seuls dès le départ. Ils étaient même en échappée. Donc, c'est de dire qu'au départ, Bah, enfin, pour Hirt en tout Hirt, cas. oui, mais jusqu'à Ouais, l'étape de Podzol Turin, fait la Pozzovivo était régulière à quand peu même près vraiment près. Ouais. protégé avant Turin. Après Turin, Oui, moins, mais enfin, il pouvait pas être accompagné réellement en montagne, quoi. il y avait Hirt et Rota, quoi. Voilà. Ouais, Ouais. Rota, c'est pas un grimpeur. Ça peut suffire quand ils sont 50 encore. Hmm. C'est toujours plus que ce que la Movistar faisait. Oui, c'est le cas de te dire. Ouais. Ok, ben, on va partir sur les numéros 1. Bon, j'imagine là quand même qu'on va faire la même chose, à moins que Titouan me surprenne. Hein. Eh ben, je vais dire la Bora. Voilà. J'ai Il faut cassé vraiment tout casser le code, ouais, c'est vraiment casser le Ouais. truc. Mais parce que je sais que vous allez dire, et c'est vrai que plus que Jay Hindley, j'ai trouvé la Bora vraiment bonne dans sa globalité. Dès le départ, elle avait la stratégie des étapes avec Kamna, qui pouvait aussi leur permettre de ramener le classement par équipe. Ils l'ont pas fait jusqu'au bout parce qu'ils avaient trop d'enjeux avec Hindley, je pense, pour prendre le risque de mettre d'autres gars dans l'échappée. Mais voilà, Kamna qui va chercher cette victoire dès la 4e étape. On se rappelle que l'année dernière, il est en burn-out. Il est nulle part. Cette année, on l'interviewe en début de saison et voilà, il nous dit que il a eu que c'était vraiment terrible pour lui cette année précédente. Il a failli tout arrêter et que là, il reprenait du plaisir à faire du vélo. Il a regagné très vite et puis là, il gagne sur cette 4e étape, l'Etna, qui est quand même un sommet mythique. Donc voilà, c'était magnifique. Évidemment, Bourman, son retour quand même au premier plan. Bourman, depuis 2019, il n'arrivait pas à gagner. Il a eu énormément de malchance sur le 2020 sur le Dauphiné. Il est énorme et puis il chute. Il est obligé d'abandonner. Enfin, il a enchaîné les galères. 2021 est inexistant et puis là finalement, même avec un début 2022 très terne, il fait 7e du Giro et puis il était quand même dans les 10 au blockhouse. Donc c'était à la pédale, il faisait déjà partie des 10 meilleurs en début de Giro. Il a un peu régressé dans la hiérarchie à la fin, peut-être justement à cause de ses plusieurs années de galère. Mais en tout cas, il a retrouvé un bon niveau, donc c'est très positif. Et puis évidemment, pour Kelderman, oui, qui a été somme toute à son niveau, ou du moins voilà, fait au minimum ce qu'on devait attendre de lui. Et puis évidemment, Jay Hindley qui a été incroyable. Voilà, j'ai écrit un article sur lui sur Vélo Futé en parlant de renaissance. C'est vraiment la renaissance pour lui après une année de galère complète où il n'arrivait pas à retrouver le niveau. Il a été énorme et il est vraiment monté en puissance sur ce Tour d'Italie parce qu'au Blockhouse, justement, il est lâché au départ. Hein. Il fait pas partie des 3-4 meilleurs. Il est plutôt voilà, autour de la 4, 5e, 6e place. Il est sauvé par Almeida ce jour-là. Comment? Il est sauvé par Almeida. Il est sauvé par Almeida, exactement, qui le ramène. Et lui, derrière, voilà, il a un excellent finish. Hein. On l'avait déjà vu en 2020 sur le Giro, qu'il avait un super finish face à Tao. Et voilà, il règle ce groupe-là, mais il aurait pas dû être là, en fait. Et au fur et à mesure, il est monté en puissance pour arriver au même niveau que Landa ou Carapaz, et puis pour être carrément supérieur sur la dernière étape. Je dirais qu'il a géré son Giro parfaitement de A à Z. La victoire, elle est amplement méritée. Et c'est un beau vainqueur, même si c'est pas un vainqueur bankable, c'est en tout cas un très beau vainqueur et c'est très bien que la Bora gagne un grand tour parce que ça change un peu du cursus classique UAE, Ineos et Jumbo Visma. Bora qui fait un beau début de saison, je trouve. Hein. Tu vois, Vlasov. Bora et à quelques centaines de points au classement UCI de UAE, ils ont 6000 points, 6200 points, je crois, et UAE doit avoir 6900. Donc voilà, ils sont dans la course, dans le Big Five et ils sont vraiment au contact. Leur changement de stratégie est totalement payant. Quoi. Je dirais, ils sont passés d'une équipe de classique à une équipe de grand tour. Ils se sont rendus compte que Sagan n'était plus en même temps. Sagan ne pouvait plus répondre aux attentes. Du coup, voilà, ils se sont réorientés intelligemment par rapport aux opportunités du marché, qui étaient Higuita, qui était Vlasov. Voilà, intelligence, modèle allemand. Ouais. Donc on vient discuter de Bora avec Tito. Je pense qu'on va tous rester un peu sur Bora. JB, JB, c'était l'homme qui croyait en Hindley, peut-être pas pour la victoire finale, donc, mais qui, en tout cas, le voyait assez haut placé, alors qu'on était très peu nombreux à y croire, en fait. C'est ça, moi, JB, je te félicite parce que personnellement, voilà, autant un top 10, je pouvais dire pourquoi pas, autant être à ce niveau. Alors, tu l'avais pas mis vainqueur non plus,
Mais moi, je croyais pas en Jay Hindley de base dès 2020. Je pensais que c'était un coup du sort et toi, tu y avais cru, donc bravo. Merci. Bah, c'est vrai, ça fait plaisir de ne pas se tromper de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé que la victoire, enfin, il est fait deuxième, mais bon, que le Giro 2020 n'était pas un Giro si faible que ça et que ce n'était pas une victoire due à la faible concurrence, mais au fait que c'était juste tout simplement les deux meilleurs. Mais c'est vrai que il a eu beaucoup de soucis qui ont fait qu'il a un peu disparu de la circulation, des problèmes, des chutes, des problèmes physiques qui ont fait que 2021 était un peu une année calvaire pour lui. Mais on sentait avant le Giro qu'il retrouvait un niveau, on va dire, intéressant, à défaut que ce soit forcément son niveau de 2020, mais il avait fait top 10 sur Tirreno en étant l'un des meilleurs sur l'étape. Il est plus fort qu'en 2020, là, hein, d'ailleurs. Voilà. Les chiffres sont à peu près les mêmes, mais c'est vrai que son ascension du Fedaya est quand même assez extraordinaire. C'est quand même le troisième meilleur temps de l'histoire sur le Fedaya. Il fait quand même mieux que Pantani en 98. Je pense que Intéressant. ça suffit de pouvoir dire que c'est une grosse perte. Après, c'est vrai qu'il est. Honnêtement, je n'osais pas imaginer qu'il ferait aussi haut parce que je pensais que les grimpeurs de ce Giro, les Carapaz, les Bardet, les Landa et les coureurs complets comme Almeida seraient devant lui. Je le voyais bien être cinquième derrière ces mecs-là. Bon, il y en a deux devant lui qui ont disparu sur maladie, donc c'est sûr que ça aide le chemin du podium. Mais c'est vrai que même si j'aime beaucoup Hindley et que j'avais annoncé qu'il serait fort, on ne m'enlèvera pas de l'idée du fait que Carapaz et Landa ont autant perdu la course eux-mêmes, enfin surtout Carapaz, ont autant perdu la course eux-mêmes sur les 15 premiers jours et même sur le début de la troisième semaine que Hindley l'a gagné. Parce que oui, ils perdent sur le blockhouse. Oui, parce que moi, sur le blockhouse, mais aussi sur le fait qu'il ne s'est strictement rien passé en début de troisième semaine et qu'ils n'ont pas essayé du tout. Vers Aprica, ils n'essayent pas. Carapaz, il n'essaye pas d'attaquer ce jour-là. Et Lavaroné non plus le lendemain. Alors Lavaroné, ils se mettent un peu tous d'accord pour rouler pour éliminer Almeida, qui avait au moins un sens sur un plan tactique pour assurer le podium. Mais ce que je veux dire, c'est que Carapaz a essayé au blockhouse. Ce jour-là, effectivement, ils ont dû s'entendre pour l'éliminer, même s'ils n'auraient jamais réussi parce qu'Almeida l'aurait ramené dans tous les cas. Mais c'est vrai que sans Almeida, il n'aurait jamais gagné le Giro parce que vent de face tout seul face à trois hommes, il ne serait jamais rentré. Donc, c'est ce jour-là qu'il le gagne indirectement, même si c'est la défaillance de Carapaz. Parce qu'il prend des bonifs en plus. En plus de potentiellement en perdre, il en gagne sur les autres. Au lieu d'être allé 30 secondes au sommet au moins, à l'arrivée, c'est lui qui reprend 10 secondes. Puisque Bardet en prend 6. Donc, ouais, mais Carapaz finit sur le podium, non? Peut-être, mais bon, en gros, c'est. Enfin, voilà, il prend une dizaine de secondes, on va dire. Donc, ça rapporte 40 secondes qui aurait changé beaucoup de choses à l'arrivée. Maintenant, ça change que Carapaz perd la course surtout parce qu'il a un gros problème dans l'étape du Fedaya, c'est une certitude. C'est pas juste Hindley qui s'envole parce qu'il est plus fort. Sinon, Carapaz, il aura au moins terminé avec Landa derrière, 40 secondes. Moi, je pense qu'il se fait exploser la caisse. Hein. Je pense qu'il y a un mélange entre le fait qu'il se fait exploser la caisse à vouloir le suivre et le fait qu'il était déjà en défaillance avant et qu'il y avait un problème, genre il s'était pas alimenté ou quelque chose comme ça. Je le pense très sincèrement. Il attaque, hein, il me semble. Hein. Non, il s'écarte après le passage du Siakov pour regarder les autres et Hindley l'attaque à ce moment-là, justement. C'est Hindley qui est le premier à bouger, tout de suite. Okay. Carapaz, justement, au moment où Siakov s'écarte, il s'écarte lui-même pour regarder. Il me semble qu'il le contre ou non, il n'y a pas un truc dans le genre, non? Non, en fait, les commentateurs disent que Carapaz attaque et qu'il le contre, mais en fait, Carapaz n'attaque jamais. C'est juste Sivakov qui s'écarte et Carapaz qui se retrouve en tête, mais il n'a jamais cherché à attaquer. De toute façon, il n'en avait pas la force. Et c'est Wiggins qui disait ça aussi, je crois que c'est après la course, qui disait que ça se voyait dès le deuxième col que Carapaz, c'était pas son grand, il n'est pas dans un grand jour, il avait le maillot vert, ce qui lui arrive jamais. Et c'est vrai que tout au long de l'étape, quand on le regarde, en fait, il n'a pas l'air en forme, quoi. Tu sens qu'il est dans une journée sans, quoi, depuis le départ. Mais entre guillemets, si Ineos avait couru comme ils ont l'habitude de courir et que Carapaz avait couru comme lui a l'habitude de courir, parce que pour le coup, c'est un leader offensif. C'est pas un leader comme Froome ou Thomas qui jouait son chrono finalement et qui, le reste du temps, était passif en montagne. Oh, non, ils étaient sévère, mais voilà.
C'est pas les coureurs voilà. Oui. C'est pas les mecs qui font les offensives de loin forcément ou qui prennent des risques, sauf quand ils sont obligés. Froome l'a fait en 2018. Ouais, Froome, ouais. quand même, tu vois, il attaquait souvent sur le premier ascension et puis derrière, après, il Voilà, gérait. Mais sur la première, il attaquait quand même, quoi. Froome, il faisait l'écart et derrière, il gérait la Juste concurrence. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un esprit différent, c'est une gestion différente. Ça. C'est pas un train, c'est plus différent. Et je trouve justement que Carapace a un peu perdu la course finalement en ne faisant rien pendant 15 jours. Et je l'avais écrit plusieurs fois sur Eurosport que les leaders laissaient passer le temps et finalement on pouvait risquer de le perdre, enfin risquer d'être sanctionné de ça dans le chrono final par rapport à Almeida qui n'était pas loin. Mais finalement c'est ce qui s'est passé avec Hindley qui a eu finalement un jour profité du jour sans de Carapace pour l'exploser et tuer la course. Il s'est auto-endormi, Carapace. De quoi? Il s'est auto-endormi, Carapace. C'est ça. Tout à fait. Moi, mais après, pour être tout à fait honnête, j'ai pas su regarder énormément d'étapes du Giro. Mais alors, je suis d'accord évidemment sur le blockhouse. Là, on voyait bien qu'Hindley était en dessous. Mais à part ça, par après, moi, j'ai pas l'impression. J'avais même l'impression à chaque fois que c'était lui le plus fort. Oui, moi, je partage. Ah non, mais c'est pas dit que Carapace aurait réussi à le lâcher ou quoi que ce soit. Hein, ouais, je pense que Carapace a fait ce qu'il a pu, moi, en fait. Ils ont pas essayé. C'est plus ça que je leur reproche, entre guillemets. Landa pouvait pas. Landa, il a fait ce qu'il pouvait. Landa, il peut décrocher personne de toute façon. Il sait pas attaquer. Landa, quand il attaque, les autres, ils montent au tempo derrière, ils sont aussi rapides. Oui, non mais. Mais ce qui est ironique, entre guillemets, c'est que je dis que Carapace aurait dû plus attaquer que ça dans l'étape de haute montagne ou plus tenter pour essayer de se débarrasser d'Hindley qu'il a, je pense, un peu sous-estimé. Et en même temps, Carapace, c'est le seul coureur des trois à avoir véritablement attaqué dans ce Giro. C'est lui qui attaque au blockhouse, c'est lui qui attaque vers Turin. Et c'est lui qui perd la course parce que c'est lui qui explose à la fin. Mais c'est le seul qui a tenté quelque chose finalement. Et c'est ça qui est assez ironique, c'est que Hindley gagne ce Giro en ayant attaqué 0 fois. 0 fois. Il n'est pas passé à l'attaque une seule fois. Une fois. Oui, sur l'étape finale, mais encore, il lâche Carapace sans attaquer. Hein. Carapace explose de la roue d'Hindley dans la roue qui était lui-même dans la roue de Kamna à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est assez ironique, c'est que les leaders sont vraiment pas attaqués. Et on pensait qu'il risquait de le perdre par rapport à Almeida en cas de chrono. Bon, ce serait probablement jamais arrivé, hein, vu la forme que tenait Hindley. Je pense que même sur le chrono, il pouvait taper Carapace très largement. Mais c'est vrai que c'est la forme d'Hindley sur ce Giro, comme le dit Titouan, elle a été parfaitement maîtrisée en fait. Alors, ça aurait pu lui coûter cher sur le blockhouse, mais à l'arrivée, il a parfaitement géré comme il le fallait, bien aidé par Labora qui a tellement dégagé une impression de puissance vers Turin en éparpillant le peloton qu'en fait derrière plus personne n'a osé tenter. Et en fait c'est ce jour-là aussi que Labora que Hindley forge son succès, c'est en faisant peur à tout le monde avec Labora. Et je me permets de rebondir par rapport au fait de la forme. Hindley, il a vraiment eu le programme, on en a parlé dans le magazine, tu l'as lu, je crois, Damien, et puis j'y vais aussi sur l'article sur la préparation du Giro, où on expliquait, voilà, dernièrement, en fait, au départ, dans les années 2000, c'était plutôt le Tour de Romandie, puis après, c'est devenu le Tour des Alpes, un peu comme la préparation phare, et là, en fait, depuis des années, on voit que finalement, la préparation phare, c'est de pas courir en avril, et voilà, Hindley, s'est fait la caisse au mois de mars, monter en puissance avec le Tour de Catalogne, puis pause, stage en altitude, on revient vite fait pour faire la flèche, et puis derrière, Giro direct, en fait, très peu de jours de compétition, et en fait, ça permet d'arriver avec une certaine fraîcheur de la compétition, mais aussi une caisse préparée au préalable, voilà, pour encaisser les kilomètres pendant le Giro et les efforts, et du coup, c'est un super mix, en fait, qui marche super bien, et qui fait que, voilà, peut-être qu'Hindley, c'est la fraîcheur qu'il a eu à la fin. La forme semblait ascendante, ça c'est clair. Ouais. Donc, je ne t'ai pas demandé, en fait, JB, mais c'était ton numéro 1, j'imagine. Oui, tout à fait. Hindley était mon numéro 1. Ouais. Sans trop de surprise, je crois. Oui, de nouveau, je vais même rien ajouter, parce que je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, et c'était mon choix aussi. Donc,
C'était vraiment le même top 3, hein. Heureusement que Tito a cassé les codes, en fait. Mais par contre, moi, je voulais juste rebondir. Alors, j'ai pas vu grand-chose du Giro, donc je vais parler que d'un jour où j'ai suivi l'étape et où justement il s'est mis en valeur. Tu disais Kelderman minimum syndical. Alors moi, je l'ai vu. Alors je sais même plus sur quelle étape c'était, mais tenir un relais pendant des kilomètres et des kilomètres et 40 des bornes, kilomètres, énorme, énorme. Et moi, je sais pas pourquoi. Hein, c'est un truc comme je sais bien. Enfin, je sais bien. Oui, je sais bien que c'est spécial d'aimer Kelderman. Moi, j'aime bien Kelderman. Et donc, c'est celui que je voyais le mieux chez Bora. Et finalement, ben, patatras. Parce que Bookman, moi, j'y croyais pas du tout. D'ailleurs, quand vous aviez posé la question qui va prendre un tir, j'avais mis Bookman. J'étais un tout petit peu fier de moi parce qu'il a perdu un peu de temps le lendemain, mais finalement, mais il s'est il quand n'a même pas bien pris de maintenu. tir. Il n'a Hein. pas pris de tir. Il s'est bien maintenu. Ouais. Kelderman, tu vois, pour moi, c'est toujours été le mec, ben, j'en parlais souvent avec JB, et on en parle, on a les débats, et d'ailleurs, moi j'avais annoncé qu'il ferait rien, Kelderman, au général. Bon, je me suis planté avec Inlay, mais pas avec Kelderman. Ouais, je me disais qu'il allait prendre un tir ou quelque chose. Pour moi, s'il y a un Tour de France qui lui correspond plus, c'est le Tour de France. Il a fait une Mhm. 5e place, c'est déjà inespéré pour moi, mais voilà, il a fait une 5e place. Mais le Giro lui convenait pas bien, et je suis pas le genre de personne à croire trop en Kelderman. Voilà, donc Bah après, c'est cette un année, bon j'y croyais coureur, pas c'est un bon coureur, spécialement. mais Hein. c'est un beau que le Molema, quoi, tu vois, dans mon esprit, un petit peu. Ah, ouais, Ah, ouais. pour Je mets moi, un peu mieux quand même. c'est comme un meilleur coureur de grand tour que Mollema, qui est largement meilleur sur les classiques, évidemment. Mais Kelderman, c'est quand même en fait, c'est un vrai coureur de course par étape, mais pas un grimpeur. Non, non, non. C'est un grimpeur correct, sans plus, et c'est un bon roller. Et Voilà. du coup, forcément, sur ce Giro-là, où il y avait quasiment que de la montagne, c'est compliqué. En plus, tu ajoutes le fait que Kelderman est en train de développer le syndrome lambda, c'est-à-dire de se casser la gueule quand il ne faut pas. Ça aide pas, parce que, honnêtement, on parle beaucoup de victoire d'Inlay, mais le premier facteur de la victoire d'Inlay, c'est le fait que Kelderman se tombe dans la descente du Lanciano juste avant le blockhouse, à cause je crois que c'est des freins qui Après, avaient surchauffé les pneus et explosé. Et que, du coup, bah, il est jamais revenu parce que personne ne l'a attendu finalement. Il avait été trop de pertes d'abord. Il pouvait pas mais l'attendre. si c'était le vrai leader, il l'aurait attendu. Ouais. Ah, non, quand tu as 3 cartes et qu'il y en a une qui est lâchée. Il y avait Kamna qui pouvait attendre. Ah non, il n'y avait que Kamna. Et Kamna, c'était le seul pour protéger Ibai Bushman. Il ne pouvait pas en fait. Moi, je pense qu'il pouvait Les autres avaient lâcher déjà explosé. Kelderman est le leader, tu lâches Kamna pour aller le récupérer. Oui, mais c'était À pas partir le de leader, là, c'était un co-leader. Les co-leaders, tu fais pas attendre. C'est ça la différence. Un co-leader, tu feras jamais attendre un mec qui est le bah, dernier équipier avec les autres. t'es bien d'accord, on a connu la Movistar et les Lambda, machin. Il y en a un qui chutait, qui crevait, Valverde, Quintana, il l'attendait. Hein. Miguel Angel Lopez, il l'attendait alors que. Ouais. Ouais, Miguel Angel Lopez, ils se sont vengés sur la fin. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Les larcins se payent toujours. Donc, ok, on est pour le top 3. Est-ce que vous avez alors quelques coups de cœur? Bon, évidemment, pas 25 coups de cœur, on va pas, on va pas passer 1 heure sur les coups de cœur, mais est-ce que vous avez sur ce mois de mai euh, des performances? Alors là, on part pas du tout sur des résultats ou sur des objectifs, on parle simplement sur ouais, du coup de cœur émotionnel, quoi. Non, émotionnellement, non, parce que je suis un peu déçu que Valverde n'ait pas accroché son top 10 en 42 ans. Il le perd sur la 14e étape, malheureusement, même s'il a été assez fort hein, de résister tout seul face au peloton pour revenir. Et on rappelle, il avait 3 minutes de retard sur Guillaume Martin, il finit avec 1 minute 30 d'avance, donc c'est quand même assez incroyable parce qu'il a fait tout seul. Et c'est sans doute là qu'il perd le top 10, c'est même sûr, il l'a dit en interview. Donc voilà, un peu déçu de ça, sinon ça aurait été probablement mon coup de cœur, parce qu'à 42 ans, ça serait phénoménal, mais 11e, c'est déjà phénoménal. Je dirais, c'est pas un coup de cœur, mais juste Aran Bourou qui fait 3e de la boucle de la Mayenne. C'est le minimum syndical, mais bon, c'est la première fois qu'on le voit vraiment aux avant-postes avec Movistar, donc voilà, un petit point positif. Ouais. Toi, JB, quelqu'un que tu as envie de mettre en avant Moi, j'ai plusieurs petits coups de cœur, mais je vais être rapide à chaque fois. Le petit coup de cœur, c'est de voir Gilbert gagner une étape et le général des 4 jours de Dunkerque. C'est vrai, t'as raison. Lui aussi fait sa dernière année. Je ne vais pas dire que c'était un peu le rival de Valverde dans l'opinion publique, on va dire, des classic man du 21e siècle. Mais c'est vrai que ça me fait quelque chose quand même de le voir encore gagner pour cette dernière année. Quoi. Il aurait pu vraiment
laissé sa Inattendu, en plus. ses chutes. Et c'est vrai que on le voyait cette année, on le voyait pas pour l'instant. Et il gagne pas devant n'importe qui. Je veux dire, oui, c'est que les 4 jours de Dunkerque, mais il gagne quand même devant Olivier Nassen, qui reste quand même un solide coureur pour ce genre de course-là. Donc ça m'a fait bien plaisir. Moi, j'ai été surpris qu'il gagne, perso. Ouais, donc, moi aussi, j'avoue, parce que c'est vraiment qu'il allait. Autant qu'il gagne l'étape du punch, et encore, il a été très impressionnant ce jour-là, mais je pensais qu'il allait craquer dans l'étape de Cassel et pas du tout. Donc c'est vrai que c'était surprenant et c'était plutôt agréable à voir. L'autre petit coup de cœur, c'est la 18e étape de ce Giro. Parce qu'honnêtement, c'est le genre d'étape qu'on ne regarde pas au départ. C'était tout plat quasiment. Il y avait juste une montée d'1 km à 11% à 50 bornes de l'arrivée. Et sur le tour, si on met cette étape sur le tour, il ne se passe rien. Et les sprinters gagnent sans aucun problème. Et ce jour-là, les sprinters n'ont pas voulu se faire piéger. Ils ont roulé toute la journée derrière l'échappée. Il n'y a jamais eu plus de 3 minutes d'écart. Ils ne sont jamais rentrés. C'était la plus belle étape de ce Giro, sur l'un des profils les plus faciles pourtant sur le papier. Ils n'y avaient que 4 échappés devant, mais ils ne sont jamais rentrés. C'était un combat extraordinaire. Le peloton a explosé sur le plat, sans vent, mais juste parce que ça roulait à bloc. C'est vraiment une des étapes une des plus belles étapes que j'ai vues ces dernières années, toutes courses confondues. Et franchement, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et j'ai pris un pied complètement dingue à live cette course. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit comme ça, mais c'est le genre d'étape vraiment dont on redemande tout au long de l'année, quoi. Et pour finir, alors là, c'est un petit coup de cœur un peu qui m'a fait sourire et j'ai rigolé tout au long du Giro pendant au moins 17 jours. C'est Nibali. Non, c'est Joao Almeida. Parce que sincèrement, c'est difficile de ne pas aimer et en même temps de ne pas rigoler devant les performances d'Almeida en montagne. Le mec est distancé à chaque fois. Dès qu'il y a une accélération, il se retrouve à 15 mètres derrière. On le perd de vue, on ne sait plus du tout où il est. On revient sur les favoris 20 minutes plus tard. Il est toujours à 15 mètres. Un boomerang. Le mec, c'est ça, c'est un boomerang. Tu le lâches, il reviendra toujours au même endroit. Toujours. C'est vraiment très drôle, quoi. Mais c'est parce que c'est un, comme tu disais pour Kelderman, c'est aussi vrai pour Almeida, ce n'est pas un grimpeur. C'est pas un grimpeur, même si lui a plus de qualité que Kelderman en montagne. C'est un grimpeur quand même. C'est un très gros rouleur. Un puncher qui en fait met en marche et qui à son rythme grimpe et c'est ça. Et bon, après il a abandonné, ça n'aurait pas changé grand chose, mais le seul jour où il perd du temps à la Varonnais, on n'a pas vu les écarts parce que c'était très mal filmé ce jour-là et finalement on n'a pas eu d'indication sur où il était au sommet de la dernière ascension, mais en fait on a eu les écarts après coup en vérifiant et il était à 15 secondes au sommet de la dernière ascension et en fait c'est sur 8 km de pas derrière, il perd une minute parce qu'il était mort et que les devants ils étaient 5 à rouler, mais c'est ça, c'est que le mec en ascension a jamais perdu plus de 15 secondes nulle part sur toutes les ascensions. Alors, il a perdu pratiquement 15 secondes sur chaque ascension, mais il n'a jamais perdu plus. Jamais. Le mec, c'est le symbole de la régularité et de je ne lâcherai pas. Et je trouve que c'est vraiment admirable. Ah, une fameuse force de caractère, en tout cas. Ouais, on a eu un petit débat là-dessus, JB. Moi, après, on ne le saura jamais, du coup, puisqu'il a abandonné. Je pense qu'il aurait quand même. Alors, craqué, je ne sais pas si on peut dire craquer pour Almeida, parce que craquer totalement, non. Il craque jamais. Non. Craquer totalement, non, mais je l'aurais vu perdre quand même un peu plus. Plus le Giro avançait, plus je le voyais perdre un peu de temps. Et je l'aurais jamais vu dans le coup pour la gagne. Non, pour la gagne, non. Après, passer, par exemple, être Landa sur le podium, oui, certainement. Ouais. Il aurait fait 3e. Moi, je dirais. Tu dirais 4, j'aurais dit 3 comme JB, moi. Mais... Ouais, il faisait que perdre du temps, comme vous le disiez. Il aurait pas repris une minute il perdait jamais. Il perdait jamais beaucoup. Après l'étape là avant d'abandonner il a 40 secondes de Landa et il n'aurait pas perdu de temps sur la dernière. 40 secondes. Ah mais au Fedaïa, jamais le Landa lui reprend du temps, jamais au Fedaïa. Ah, je sais pas si tu peux dire jamais, puisqu'à mon avis, il a perdu toujours des places. Donc pour moi, il aurait perdu. Mais même en perdant rien, je suis pas sûr qu'il ait forcément 40 secondes. Ah si. Il aurait fait le même temps que Van Der Poel. Et Landa, t'as vu le chrono qu'il fait? Oui, mais parce que Landa, il en avait peut-être rien à faire aussi. Ouais, il l'a pas fait complètement à fond, mais bon, on sait très bien que Landa aurait minimum perdu 1 minute 30 sur ce Sobrero. Il perd 55 secondes en 2019. Ouais, enfin, c'est pas les mêmes conditions. En 2019, il peuvent être trompe d'eau pour les meilleurs. Donc, c'était compliqué de se lâcher dans la descente et du coup, ça avait un peu nivelé les niveaux. C'est ce qui fait qu'il avait failli conserver sa 3e place par rapport à Roglic. Mais là, sur ce chrono-là, non.
c'était un vrai chrono où les leaders, encore plus les leaders sont passés sur le sec, contrairement au premier rouleur. Ouais. Donc les écarts se créaient vraiment. Autant Hindley, je pense, pouvait battre Carapace, parce que Carapace l'a fait à fond, et Hindley pratiquement aussi, sauf dans la descente. Et il y a eu 7 secondes d'écart entre eux. Donc, je pense qu'Hindley aurait pu gagner le Giro, même s'il n'avait pas lâché Carapace au fédayage. Autant je pense qu'Almeida avait vraiment aucune chance, même avec 1 minute d'avance par rapport à Almeida. Non, on va dire qu'il aurait fini 4e quand même, parce que je l'ai sur Rival, c'est que c'est toujours ça de moins que j'ai perdu là, tu vois. Ça a été dur. Dis-toi que j'ai Carapace, alors si tu veux, ça m'a fait très mal d'avoir raison pour Hindley. Ouais. Après, bon, faire Carapace, je sais pas si tu as vu passer mon équipe sur le Giro, mais entre Almeida, ouais, c'est ça. Entre Almeida, Foss, Dumoulin, Chicone, enfin, j'ai vécu un Giro superbe. Et comment tu fais du coup pour te maintenir? Moi, je comprends pas. Je suis 30e, mais je mets des points partout ailleurs, en fait. Partout. Moi, j'ai perdu des places. Alors, je m'y attendais parce que je n'avais que Bourman, Dumoulin et Valverde. Donc bon, finalement, je m'en sors pas mal. J'avais limite la meilleure équipe, quoi. Ah non, moi, j'avais même pas Bourman. C'est avec Vélo Futé qu'on a Bourman. Moi, personnellement, je n'avais que Valverde. Donc, en fait, j'avais la meilleure équipe de nous trois sur Rival sur le Giro, alors que j'avais déjà l'équipe pourrie. Le Tour de France, j'ai plus de monde. Ah, mais moi aussi. Moi, j'avais Carapace, mais à côté de ça, mon équipe, c'était Dainese, Fortunato et Sosa. Autant dire que de base, je comptais pas avoir beaucoup de points. Le succès de Dainese m'a fait du bien. Et Guirmay, tu n'as pas Guirmay? Ouais, j'ai Guirmay qui m'a mis des points. Ouais, évidemment. Ouais. Mais voilà, comment je mets des points? Figure-toi, voilà, je vais faire mes coups de cœur. Je vais en citer au moins un. J'avais plein de coups de cœur, alors j'ai essayé de faire un top 3 des coups de cœur pour pas que ça dure trop longtemps. Et en 3e, c'est Tyson. Et lui, il m'a mis un paquet de points sur le mois écoulé. Là. Putain, ouais. Il vient de prendre sa première victoire professionnelle. Moi, j'y croyais beaucoup quand il a été transféré chez Intermarché. T'as un copain, là, JB, il y croit aussi. Hein. Exactement, je sais ce que j'allais dire. Voilà. On avait parlé en début de saison que je trouvais que ça pouvait être une recrue vraiment. Moi, je me moquais un peu parce que Tichsen, c'est quoi sur la Vuelta, tu m'en parlais, il peut gagner une étape. La Vuelta, il y a 2 ans, il fait une deuxième place. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dans la présentation sur la Vuelta 2021, du coup, tu me disais. C'est dans la présentation du début de saison que j'en parlais, je crois aussi, dans les transferts d'Intermarché. Avant la Vuelta 2021. Et dans la présentation du début de saison, quand on peut-être aussi un peu. Il me semble que je mets un truc dessus. Ils ont pas mal recruté. Ouais, Tyson, moi, j'y croyais bien. Ça l'a soulagé son transfert. Ah ouais, mais alors début de saison, ça a quand même été un peu difficile. Il alternait le bon et le moins bon. Et là, alors depuis qu'il a gagné, il s'arrête. Enfin, il s'arrête plus. Il enchaîne les belles. La confiance, incroyable. Ouais. Il enchaîne vraiment. Et alors, c'est un top 3, mais je vais quand même mettre un 4e nom. Donc, il prend sa première victoire professionnelle comme Vermeersch, d'ailleurs, qui a gagné sa première course. C'est du bien qu'il gagne sur Rival, lui. Ouais, moi, je ne l'ai pas du tout, lui, mais ça m'a fait plaisir de le voir gagner, ceci dit. Parce que, voilà, après Roubaix, c'est difficile. Quand tu fais une deuxième place à Roubaix, tout le monde t'attend. Et ouais, nouveau Bonnen, enfin, toujours les comparatifs qui n'ont pas de sens. Et derrière, il fait rien sur la campagne. C'était vraiment difficile pour lui. Donc là, ça m'a vraiment fait plaisir pour lui qu'il puisse faire un résultat. Il n'a pas eu beaucoup de chance cette année, notamment. Non plus. Il a souvent eu des crevaisons au moment où il ne fallait pas, des petites chutes et tout. Donc c'est vrai que ça va lui faire beaucoup de bien. Ça fait aussi du bien à son équipe. Ouais, ça fait du bien aussi à l'auto. Il en a bien besoin. Bien besoin. C'est clair. Alors, je vais juste citer Dely parce que dans chaque épisode, je cite Dely et que tu parles de l'auto et qu'il vient encore de gagner, donc je dois le faire. Voilà. Dely, c'était pas dans mes coups de cœur cette fois-ci, mais je le cite quand même. Est-ce que Dely serait pas le meilleur sprinter de la Loto cette année? En résultat, pas jusque-là. En résultat, oui, mais. Non, mais même en résultat, c'est pas. Enfin, moi, j'ai encore du mal à considérer Dely comme un vrai sprinter dans le sens où il a battu aucun vrai sprinter pour le moment. Même s'il a gagné des sprints, il a battu aucun sprinter. C'est normal, il fait des petites courses pour l'instant, c'est logique. Et c'est déjà impressionnant ce qu'il fait. Oui, parce qu'en dehors des résultats, quand tu regardes les sprints, moi je le trouve très 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 puissant, très très fort. Il est souvent mal mis. Il a une grosse marge de progression. C'est incroyable. Il a beaucoup de similitudes avec Koj. Oui. Je trouve plus véloce que Koj qui sprint parfois. Non, mais ils sont tous les deux mal placés. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Ils sont souvent mal emmenés, mais ils ont une grosse puissance. Ouais. Donc ils peuvent faire des sprints assez longs. Et voilà, Après, oui, Dely est plus explosif. Oui, et plus passe-partout, à mon avis. Il réussira sur plus de terrain. Ouais.
En numéro 2, j'ai mis pour troisième coureur, Titouan Guirmet. Ça a quand même vraiment fait plaisir. Il a failli, justement, ça aurait été mon numéro 4, je pense, si on faisait un top 4. Et donc, ouais, coup de cœur de le voir gagner quand même. Toi, tu nous fais un top 3 de 5 coureurs. Ouais. Non. Si, parce que j'ai cité Dolly. C'est son émission, c'est lui qui décide. Voilà, c'est ça, de toute façon. Bon, ça va. Allez, je vais aller vite sur le numéro 1, parce que JB en a beaucoup parlé. C'était Philippe Gilbert, évidemment. Comment ne pas le mettre dans T'as failli les mettre coups que de des cœur. Belges, hein. J'ai failli. Ouais, après, il y T'as a beaucoup de ajouté Belges Guirmet qui me pour- plaisent, tu vois. Ouais, et puis bon, Guirmet, c'est Intermarché, c'est la famille, c'est bon, tu vois. On le prend avec nous. Non, mais Gilbert, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, il est comme un gamin quand il gagne. J'aime beaucoup. Allez, il la voulait, cette victoire. Ça aurait vraiment été triste cette saison sans victoire. Il avait dit, il ne vise que ça. Il ne faisait pas des gros objectifs. Il voulait gagner, quoi. Il voulait gagner au moins une course avant de partir. Et on voyait qu'il était content de l'avoir. Et là, il vient encore de faire un résultat, quand même, troisième, je pense. J'ai pas bien suivi ces derniers temps, mais il vient encore de se placer quand même. Sur quelle course est-ce qu'il se place? Je ne sais pas. Et troisième du circuit de Wallonie. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors après, c'est pas les plus grandes courses qu'il existe, hein, mais on croyait pas tellement en Gilbert. Quoi qu'en début de saison, j'y croyais un peu. Et d'ailleurs, ça me fait doublement plaisir parce que lui aussi, je l'ai dans mon équipe Rivals et il passe quand même les 100 points. On ne l'aurait pas cru en tout début de saison. Moi, j'y croyais. En tout début de saison, mais après, quand on a vu les premières courses, j'y croyais moins. Il a du mal à se mettre en route. Ouais, c'est ça. C'est l'âge aussi. C'est ça. Ouais. Ok. Je rajouterais juste très vite fait. Vas-y. Quand même qu'on est obligé de citer Nibali quand même qui fait 5e du Giro. Assez étonnamment, voilà, Astana a bien fonctionné pour lui, hein, un retour assez comment dire magique. Voilà. 4e du Giro. 4e du Giro, c'était très inattendu. Il était nulle part depuis 3 ans, mais voilà, c'est une belle satisfaction. C'était bien aussi que lui aussi il finisse bien cette dernière saison parce que c'est un des grands champions du 21e siècle. 7e, je crois, de notre top 10 des meilleurs coureurs du 21e siècle. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir faire une belle performance avant de partir. Il aurait préféré sans doute gagner une étape. Je pense qu'il n'avait pas les jambes pour faire quoi que ce soit en termes de victoire. Et Tito, tu as évoqué une petite déception pour Valverde. Oui, j'imagine bien, qui termine 11e et donc tout près du top 10. Est-ce que tu as eu d'autres petites déceptions? Alors, soit déception dans le sens un petit peu déçu sans que le coureur soit décevant, ou alors déception, le coureur t'a vraiment déçu, t'attendais mieux sur ce mois. Bon, après, il y en a eu, évidemment. Je vais juste les citer comme ça, mais parce que sinon on va on passer 5 heures. Mais voilà, Fos, Dumoulin, Sosa, voilà, tous ces types-là. J'ai fait un tweet à ce sujet-là sur Vélo Futé là, mais Sosa, c'est un cycliste. Mais voilà, enfin voilà, finalement, enfin, je vais pas être très créatif, donc voilà, tous ces coureurs-là qui ont été en dessous du niveau qu'on attendait. Ouais. Toi, JB, généralement ça se retrouve, mais tu as quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire ou pas? Moi, je vais pas forcément être très créatif parce que je les ai faits dans un papier hier, donc j'ai juste à m'en souvenir. Mais alors, je vais en citer du coup 5, vite fait. AG2R et Cofidis, honnêtement, leur Giro, c'est. AG2R, voilà. AG2R, heureusement que Vendrame passe pas loin d'une victoire sur une étape parce que sinon je pense que j'aurais complètement oublié qu'ils étaient là. Ils ont fait 0 points aussi avant ça. Gall était soi-disant là pour essayer de viser le général parce qu'il a fait un bon tour des Alpes, etc. Je crois qu'il termine 60e, un truc comme ça. Calmejane, première journée de repos, il dit qu'il ne peut pas faire plus de 3 heures de vélo. Dans ce cas-là, je ne sais pas ce qu'il faut sur le Giro, mais bon. Et Cofidis, c'est bien mieux, évidemment. Intrinsèquement, ils font des podiums d'étape et Martin fait le top 15 de général. Donc, évidemment, c'est beaucoup mieux qu'AG2R. Mais en même temps, voilà, ils étaient venus pour faire top 5 du général. Ils l'ont jamais tutoyé, à part dans la première semaine, quand Martin pouvait prendre des échappées. Et je trouve qu'ils ont collé, mais ils n'ont même pas existé, en fait, parce que à partir du moment où Martin n'était plus dans la lutte pour le général, il n'y a personne derrière. Il n'y a personne, et il n'y a pas de changement de stratégie, il n'y a pas de. Ils auraient tous dû partir dans l'échappée avec Martin pour essayer de l'emmener vers la victoire. Et ils partaient tout seuls en échappée. Tiens, je vais rajouter ça. Pérez, énormément déçu de Pérez, que j'ai mis plusieurs fois meilleur français parce que je l'imaginais dans les échappées. Invisible. Ouais. Invisible. Dans le même style, on a nos amis d'Israël. Hein. À partir en même temps, quand tu viens sur le Giro avec toute une équipe pour entourer Nizzolo,
t'es mal barré déjà. Parce que Déjà, c'est que tu n'as pas choisi la bonne Voilà. stratégie. t'as toute une équipe pour entourer un mec qui ne gagne jamais. Donc bon, Alors, du pour coup, faire quand il a abandonné, C'est comme si tu faisais toute une équipe à l'OL autour de Moussa Dembélé. Tu vois non, autour de Tino Kadewere, Autour de Tino Kadewere, si tu veux. faut pas exagérer. Mais non, mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Et à l'arrivée, ils ont été transparents, ils n'ont jamais pris une échappée. Et Nizzolo a jamais fait. Je crois il a dû faire une fois troisième, je crois, lors du premier sprint, puis après cinquième, huitième, et il a abandonné. Donc, c'est très, 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 très décevant. Après, bon, on a déjà évoqué Sosa, mais je pense qu'il faut réévoquer une nouvelle fois parce que quand même, on parle d'un mec qui était venu pour être leader de son équipe, pour jouer le classement général, qui termine 49e du général. Bon, à la limite, ça, tu peux connaître un jour sans, etc., exposé. Sosa était 27e du classement général avant d'aborder la montagne. Il a perdu 20 places en montagne sans jamais être devant, donc jamais en prenant des risques. Et donc il a pris des échappées. Hein. Ouais, dans les 2 premières semaines, pas dans la troisième. Dans la troisième, il n'y arrivait même pas. Même pas. Il a perdu 20 places dans les étapes de montagne. Sosa, il a terminé l'étape d'Aprica dans le groupe de Mar sans avoir attaqué. Non, Sosa, faut qu'il fasse 5 étapes maximum. C'est ça. C'est un mec d'une seule. Enfin, après, peut-être que tout ça va lui servir de faire ces grands tours-là, vont lui donner de la caisse, et peut-être qu'à 45 ans. Non, mais après, ça fait 2 ans qu'il n'avait pas fait un grand tour, je crois. Donc peut-être aussi qu'il l'a payé. Enfin bon, de toute façon, il était largué dès la première semaine. Et de toute façon, je vois pas comment tu peux penser qu'un mec peut être capable de jouer le classement d'un grand tour quand le mec se prend 1 minute sur un chrono de 9 km et termine avant-dernier du dernier chrono. Le mec, rien que sur ça, il était quasiment hors du top 10. Juste sur ça. Ouais, mais avec des échappées, il aurait pu revenir, tu vois. Ouais. Pour être 10e, ça va, quoi. Ça, tu ne fais pas le classement général d'un grand tour, quoi. Non, t'espères par miracle. Tu fais comme Martin, quoi, c'est du miracle. Ouais. Tu joues pas le général d'un grand tour. Tu peux tenter de le viser en tant que Sosa. Par contre, Movistar, tu ne comptes pas sur un Sosa pour un classement général. Oui, c'est ça. À la limite que Sosa, lui, il l'espère, c'est une chose. Que la Movistar vise dessus. Et globalement, la Movistar est passée à côté de son Giro. Pierre Valverde a tenu son rang, même si on pouvait espérer qu'il fasse un poil mieux et qu'il gagne une étape, mais voilà, il a 42 ans, c'est très triste, il serait quand même temps de ne pas l'oublier. 42 ans et puis 2 kilos en trop. Ouais. 2 kilos en trop parce qu'il a 2 kilos de plus pour les Ardennaises, qu'il n'a pas perdu forcément entre les Ardennaises et le Giro. Ces 2 kilos de trop se sont peut-être ressentis aussi en montagne. Ouais, tout à fait. Il y a Pedrero qui a été correct, et les autres, je ne saurais même pas dire la composition de la Movistar, et je pense que c'est la première fois que ça m'arrive depuis au moins 10 ans. Je suis incapable de dire les coureurs qui sont là à la Movistar. À part donc Sosa, Valverde, Pedrero et Rojas. Arcas, parce qu'il fait 3e à Naples, c'est vrai. Et je sais pas les autres. Je sais pas qui sont les autres. Je sais pas du tout qui sont les autres. Je crois qu'il y avait Jorgensen, mais je l'ai pas vu du tout. Donc, et donc pour un dernier petit entre guillemets, une petite déception de ce mois-là, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je vais le redire vite fait. C'est le manque d'ambition et le manque d'envie d'attaquer de loin des coureurs dans ce Giro. En montagne. Je trouve que le Giro, alors peut-être le Giro vit un peu trop de ces éditions passées où il s'est passé plein de choses, etc. Et du coup, on en attend beaucoup à chaque fois, notamment au niveau des leaders. Mais là, sur ce Giro-là, j'ai l'impression d'être sur le Tour de France. Les leaders roulaient au train et s'attaquaient sur 3 bornes, basta, terminé, mais il ne se passait jamais rien. Même Nibali, qui à un moment donné était quasiment assuré de terminer top 5, et honnêtement, de toute façon, moi, Nibali, il n'a aucun intérêt à se défendre un top 5. Quoi. Il a tout réussi dans sa carrière. Ils prennent des risques, c'est le panache, c'est un peu ce qui fait son mythe, si on veut, c'est un peu le coureur qui osait tout le temps, et là, il n'a pas mis une seule, rien. Il n'a pas essayé une seule fois de tenter de renverser la course. Puis honnêtement, il l'aurait jamais renversé, mais il l'aurait laissé filer dans tous les cas, et il n'a même pas essayé, pas être dans une descente. Dans le Mortirolo, enfin l'étape d'Aprica avec le Mortirolo, c'est pour moi le meilleur symbole. Il fait rouler son équipe dans l'ascension du Mortirolo, il attaque sur le sommet, il fait 2-3 km de descente à fond et il s'arrête. Parce que ça ne servait à rien, il y avait 20 km derrière dans le col suivant, il n'avait pas d'équipier devant. Mais c'est le symbole d'un Giro où il ne s'est rien passé, où les favoris n'ont jamais essayé d'anticiper un peu une bagarre pour tenter de loin. Quoi. Ils n'ont jamais envoyé des équipiers devant, ils n'ont jamais. Ça a été très décevant comme bagarre entre les favoris. Et même s'il y a eu la dernière étape, le final qui était un peu fou, il ne faut pas oublier que les 2 cols avant, il ne se passe strictement rien. Vraiment. Donc, tu vois, ça a participé. Ouais, vas-y. Ouais. C'est un peu ma déception du mois.
Oui, c'est ça. Mais écoute, ça a participé quand je vous disais que j'ai pas suivi énormément. Bah, j'avais des choses à côté, donc voilà. Mais après, si la course était passionnante, je crois que je me serais débrouillé pour en voir un peu plus. Et clairement, c'est pas la course qui faisait rêver cette année, hein. Mais bon, C'est comme voilà. ça. Après, ouais, c'est comme ça. Après, les Il en coureurs faut, il en font faut des parfois ce qu'ils éditions peuvent moins aussi, bonnes. je pense. Ouais, ouais. C'était Euh, c'était un Giro très dur aussi, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça a joué. ouais. Oui, et puis quand tu as un niveau hyper homogène entre les trois meilleurs, je pense que ça joue aussi sur le fait que tu n'oses pas trop prendre de risques. Maintenant, je te rejoins sur certains coureurs, comme Nibali peut-être. Ouais, ouais. Moi, dans mes petites déceptions, alors vous allez dire sûrement encore, c'est parce que je suis belge, mais c'est Van Sevenant. Voilà, après, j'attendais pas des énormes choses de Van Sevenant, mais là, il avait une composition Quick-Step, c'était libre. Il avait toute la marge de manœuvre qu'il voulait. Il a essayé une ou deux fois, mais alors c'est limite pire qu'il ait essayé et qu'on ait vu ce que ça donnait. Je m'attendais à beaucoup mieux. Autant à Moniquet, même s'il ne fait pas de résultat, ça m'a plu. Ouais, Autant Van Monégasque, un bon Sevenant, Giro. ouais, Moniquet c'était bien. Autant Van Sevenant, je l'attendais beaucoup plus présent que ça et beaucoup plus fort que ça. Ce qui fait mal à Van Sonnen, je pense, ça va être la 20e étape, il risque de se la traîner un bon moment, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il était dans l'échappée donc avec Ballerini, son équipier. Donc. Ballerini fait toute la montée du premier et du deuxième col pour laisser une chance à l'échappée. Bon, il a bien fait puisque l'échappée est allé au bout. Et donc Van Sonnen ne roulait absolument pas. Quand la bagarre a commencé à se lancer derrière, dans l'échappée, Van Sonnen s'est fait lâcher. Ballerini l'a attendu. Donc il a fait le col, il a attendu Van Sonnen alors qu'il était plus fort. Ils ont roulé ensemble 2-3 km, mais ça ne marchait pas. Ils ne revenaient pas. Il était à plus de 2 minutes de la tête. Ballerini est rentré tout seul sur la tête. Voilà. Ah ouais. Sonnen s'est fait reprendre par le peloton. Ballerini était avec les grimpeurs au pied du dernier ascension. Bah, Donc, tu vois, quand tu es moins bon qu'un sprinter, en montagne, c'est quand même gênant, c'est sûr. ouais, bah tu vois, j'avais même pas vu ça. Donc bah tu renforces, ça renforce le Il a, truc. il a un peu couru n'importe comment. Il avait des opportunités, mais il a couru n'importe comment. Ouais, mais même sur Pas le son niveau, niveau, Pas le ouais, niveau. ça, même sur le niveau, j'ai Il été vraiment stagne, hein. déçu, quoi. Ouais, En Ouais, montagne, ouais. en montagne, il stagne, mais je trouve que sur les étapes un peu vallonnées, il est là quand même. Mais après, Il était encore déjà une là fois, début de l'année dernière, hein. Donc pour moi, depuis l'année dernière, il stagne. Il franchit Mais pas. Non, il franchit pas, ça, on est d'accord. quand tu dis stagne, ouais, mais moi je le trouvais justement, l'année passée, je le trouvais beaucoup plus fort que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et du coup, est-ce que c'est pas son niveau auquel on aurait dû s'attendre au départ quand il est rentré dans le peloton? Tu vois, moi, il m'a épaté l'année passée, en Moi, fait. J'attendais pas je ça l'ai du trouvé même tout. meilleur l'année dernière que cette année. Ah oui, oui, clairement, moi aussi. Oui. Ah oui, oui. Oui, non, c'est vrai. Peut-être que c'est une année sans, hein. Mais globalement, comme la Quick Step est moins bonne, Après, son début de saison c'est était peut-être lié à tout ça, quoi. son début de saison n'était franchement pas mauvais. Hein. Avant de se venant, il fait 8e en Andalousie, il fait 2e de la Faune-Ardèche, il fait même 20e de Paris-Nice, donc c'est pas ridicule. Mais c'est vrai que sur un grand tour comme le Giro, tu sens que c'est trop pour lui en fait. Ouais. Voilà, alors bah, dans mes autres déceptions, enfin c'est pas mes autres déceptions, c'est évidemment comme tout le monde et sûrement encore plus vous en tant que Français, bah, c'est les abandons de certains favoris et donc de Romain Bardet. Ça a quand même été une déception pour lui, d'abord parce que moi je l'aime bien, j'en ai déjà parlé beaucoup. Je trouve qu'il souffre, c'est peut-être justifié, j'en sais rien, mais je trouve qu'il souffre beaucoup de la comparaison avec Pinot. On est sans cesse à les, je vais pas dire à les opposer, mais à les comparer, etc. Et Pinot a une grosse cote et Bardet beaucoup moins. Et donc, du coup, moi, j'aime bien Bardet. Il a un gros palmarès aussi, contrairement à Bardet. C'est surtout ça qui fait mal à Bardet. Oui. La force de palmarès entre les deux, elle est un peu terrible pour Bardet, qui gagne jamais et qui n'a rien gagné d'important finalement. Contrairement La à plus Pinot. grosse victoire, c'est le Tour des Alpes, hein. Oui, d'accord, mais je trouve est-ce qu'on est toujours obligé de les comparer et il prend toujours cher en fait. Non, ça t'as raison, t'as raison là-dessus. On pourrait parler de Bardet en tant que Bardet. Incroyable. Voilà. Non, c'est un coureur exceptionnel et qui fait partie d'une génération exceptionnelle de coureurs français. Et voilà, il mérite énormément de respect et simplement, il aurait peut-être pu courir différemment pour avoir un palmarès un peu différent. Mais en tout cas, c'est un super coureur, ultra complet, toute l'année. Donc voilà, oui, évidemment, il mérite un grand respect. Et donc voilà. Et là, je vais pas dire que c'était peut-être son année, on ne le saura jamais, mais il était bien. Et donc ça, c'est vraiment une déception. Parce qu'on peut parler de plein de coureurs, on peut parler de Lopez qui était. On n'est pas obligé d'en parler. Lopez Astana, hein, pas Lopez. On n'est pas obligé de parler de Lopez Astana. Ouais, on peut parler d'Yates, on peut parler d'Almeida, mais voilà, moi c'est Bardet là qui semblait vraiment bien. Hein.
je regrettais Guirmet pour le cyclamen, je regrette fatalement Bardet pour le général. Parce que lui, je pense que, enfin, il était podium. Ouais, il aura tenté Ouais, de je pense raconter aussi. des choses. Pour le Giro, ça a été une grosse perte. Tout à fait. Ouais, clairement. Franchement, c'était l'offensive des 4, quoi. Donc, c'est sûr que des 5 si on inclut un leader. Mais... Ok. Bon, je vous propose de passer à la deuxième rubrique, qui est l'actu. Donc en actu, je le disais au tout début quand on parlait de Evenepoel, il y a notamment Merlier qui signe chez Quick-Step. J'aurais un peu voulu savoir ce que ça vous inspire. Est-ce que c'est de la tradition Quick-Step? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est pas un bon choix? Un Belge dans une équipe belge, c'est logique. Un sprinter qui fait partie des meilleurs quand il est bien lancé, qui se retrouve chez Quick-Step, c'est logique aussi. On lui met un bon poisson pilote, il ira sûrement gagner 2-3 victoires sur le Giro, 2-3 victoires sur la Vuelta. Et voilà, je le vois pas sur le Tour de France parce que logiquement Jacobsen devrait conserver cette place pour plusieurs années. Mais voilà, Merlier devrait... c'est logique de voir finalement chez Quick-Step, même si j'aurais préféré voir Philipsen à la place plutôt de Merlier, parce que je suis pas sûr que Merlier représente un avenir certain dans le domaine. Mais voilà, mais en tout cas avec le train de Quick-Step, il sera capable d'aller chercher sa dizaine de victoires probablement dans l'année, quoi. Ouais, même peut-être sur les classiques aussi. Hein. C'est quand même déjà pas mal. Des classiques style Grand Wevelgem ou des trucs dans le genre, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est presque même plus son domaine que les vrais sprints massifs. Merlier, je l'ai souvent dit comme ça, mais je trouve que c'est sprinter qui est le meilleur du monde seulement quand c'est un sprint totalement bordélique. C'est pas un sprinter de sprint massif dans lequel il faut frotter pour gagner sa place, etc. C'est un mec qui est jamais aussi bon que quand c'est bordel et qu'il n'y a pas de. C'est pour ça qu'il est bien emmené. C'est pour ça qu'il est bien emmené et qu'il a moins besoin de frotter. Je suis pas certain parce que même bien emmené, tu auras besoin de frotter. Lui, il est bon quand il n'y a pas de train et que ça se joue simplement vraiment à la jambe absolue. Toutes ses victoires ont été comme ça. Hein. Si tu regardes sur les grands tours, il gagne sur le Giro la fois où il n'y a pas de sprint et qu'il n'y a pas de Tour de France, il y a une chute. Là, il y a une chute sur le Tour de France. Et le reste de ses victoires, la plupart, c'est des sprints un peu décousus comme sur le Benelux l'an dernier, et sur des classiques où il n'y a plus vraiment de peloton. Le Tour de France, tu peux mettre un bémol parce que, ok, il y a une chute, mais il était bien placé. Oui, non, mais il était bien placé et il aurait quand même peut-être gagné. S'il y a une chute de quoi? C'est Ewan qui chute derrière lui, devant lui, je crois. Devant ou derrière? Derrière, je crois. Hein. Je suis plus devant ou derrière, je sais plus. Mais voilà, il y avait eu 2-3 chutes déjà avant, ça avait totalement désorganisé le peloton, il manquait la moitié des trains, c'était n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment un sprinter qui est bon quand c'est le bordel, en fait. Et je ne sais pas s'il allait chercher un sprinter pour ça, enfin, un sprinter de ce niveau-là, pour le mettre dans un train, c'est forcément une bonne idée, surtout comme dans les périodes dans lesquelles tu es en train de construire une équipe autour d'Evenepoel pour essayer de jouer les grands tours. J'en suis pas convaincu. À moins de vouloir refaire ta tête de proue sur les classiques, ce qui est une possibilité, puisque l'équipe des classiques de la Quick-Step reste un peu vieillissante quand même, avec Stibar, Lampard, etc. Peut-être qu'il veut mettre un peu plus un profil un peu différent pour espérer tenir les Van Aert, etc. Mais j'y crois vraiment pas. Non, et moi je pense qu'il vient remplacer numériquement Cavendish. C'est possible. Maintenant, si c'est pour ça, je trouve que c'est décevant et que c'est décevant parce qu'il y a du monde derrière. Tu as du monde derrière qui pousse déjà pour les sprints. Tu as déjà un sprinter numéro 1 qui sera sur le tour chaque année parce que c'est le meilleur sprinter du monde, avec Jacobsen. Après, c'est une opportunité. Tous les sprinters n'étaient pas forcément disponibles. Il fallait trouver un autre sprinter que Cavendish, puisque Cavendish est vieux et que de toute façon, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas partis pour re-signer ensemble. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils n'en avaient pas besoin. En fait. Tu as déjà un gros sprinter avec Jacobsen. Derrière, tu as Vernon qui est en train de grandir. Tu as Ballerini qui est capable de gagner des sprints sur à peu près tous les terrains, quand il est en forme et quand on joue sa carte. Donc finalement, je trouve que c'est remplacé numériquement Cavendish sans vraiment apporter une plus-value immédiate à l'équipe. Et même, ça t'empêche d'utiliser l'argent du salaire de Cavendish pour aller chercher des grimpeurs dont tu auras besoin si tu espérais gagner un grand tour avec Evenepoel. Parce que pour l'instant, autour d'Evenepoel, t'as quoi, 27 Valent? Ouais, je suis à moitié d'accord. Enfin, oui, alors, je suis pas à moitié d'accord. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis pour construire autour d'Evenepoel. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que justement, moi aussi, j'ai un peu ce raisonnement-là, de dire, j'entends ce que tu dis, Titouan,
Et en fait, c'est un bon choix s'il reste dans la même stratégie que ce qu'il fait depuis toujours. J'ai pas dit que c'était un spécialement bon choix. Hein. Je Non, dis que non, c'était un non, choix mais logique. oui, c'est ça. Mais c'est logique s'il reste dans sa stratégie qu'il a depuis toujours. Et moi, je veux me dire, s'il reste dans cette stratégie-là, c'est un bon choix avec les réserves que tu as mis pour le sprinter d'avenir, etc. Mais voilà, c'est pas une mauvaise opportunité du tout. Mais je me pose la même question quand même que JB sur le fait de consacrer de l'argent peut-être à entourer Remco. Moi, je m'étais dit, voilà, Jacobsen, est-ce que tu peux avoir X top sprinter, viser des Flandriennes, quoique Flandrienne, effectivement, le noyau est vieillissant et on ne sait pas s'il va prendre quelqu'un pour venir renforcer ça, et en plus entourer Remco en espérant gagner un grand tour. Voilà, mais je sais pas, je n'ai pas de réponse à ça, je suis pas assez expert là-dedans, mais ça m'a posé question quand j'ai vu qu'il prenait Merlier, et certainement, je suis d'accord avec toi, c'est pour remplacer Cavendish, ça me semble. Il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que malgré tout, oui, d'accord, il faut des coureurs pour en faire que les Evenepoel, mais d'un autre côté, il y a plein de coureurs qui gagnent des grands tours sans équipe aussi. Bardet, il aurait pu gagner le tour d'Italie, il n'avait pas d'équipe à part à Rensman. Il n'y a pas forcément besoin de 3, 4, 5 il avait quand même 3-4 mecs capables d'être autour de lui au début en montagne, pas dans le dernier col, mais il avait Rensman pour le oui, col, mais un des meilleurs lieutenants, et autour de lui, il avait des mecs qui ont quasiment pris des échappées tous les jours en montagne et qui ont fait des résultats. Oui, mais regarde Ballerini. Grimpeur correct. Regarde Ballerini, ce qui nous sort comme étape. Tu vois, au final. Oui, mais après encore une fois, si tu espères que Ballerini soit à ce niveau-là en montagne pour entourer Evenepoel, c'est quand même. Non, mais il y a. Je veux dire, c'est qu'actuellement. Le plus important, en fait, aujourd'hui, là où tu risques de perdre tes grands tours, c'est plutôt sur les étapes de bordure, les étapes. Ça, tu les as déjà là. Là, ils ont déjà une armada. Donc voilà, Remco, il sera bien protégé à ce niveau-là. Derrière, en montagne, t'as les jambes, tu les as, quoi. Il y a un problème mécanique, il faut que t'aies un ou deux gars, mais t'as pas vraiment besoin d'avoir toute une équipe. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est mieux. Évidemment, c'est mieux. Mais de toute façon, il y aura toujours dans l'équipe une équipe partagée entre sprinter et grimpeur. Je vois pas le Fever aller sur un Giro ou un Tour de France sans sprinter. Donc à partir de là, Remco ne pourra jamais avoir une équipe 100% consacrée à lui. Donc il aura 3-4 gars et au maximum. Et donc du coup, je pense que tu peux les retrouver. Je suis pas sûr. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus sur tout le temps. Je pense vraiment que après ça dépendra évidemment de ce qu'Evenepoel va faire sur la Volta et des capacités qu'on lui sent sur un grand tour, parce que pour l'instant on n'en sait rien. Il a fait le Giro, mais bon, il venait de 8 mois sans courir, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Si ce n'est qu'il était capable de suivre Bernal pendant une semaine. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut en tirer. Mais si Evenepoel est un réel candidat pour gagner un grand tour, et que c'est l'objectif de Lefebvre, évidemment qu'il mettra une équipe autour d'Evenepoel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un sprinter. Il peut très bien mettre un Ballerini, encore une fois, ou un sprinter peut-être comme Merlier, qui n'a pas besoin de train, tu vois, typiquement. Merlier, tu le mets dans un groupe où il y a 7 grimpeurs, il s'en fout. Il suivra les autres des sprinters. De toute façon, c'est pas un sprinter de train, encore une fois. C'est pas un mec qui a besoin d'être protégé. Mais si tu joues la carte Evenepoel et que tu joues le classement général, tu peux pas te permettre de mettre un. Ça n'a jamais marché. Dans toute l'histoire, ça n'a jamais marché. Jamais un mec qui a gagné un grand tour n'avait un sprinter qui a un train avec lui dans la même équipe. C'est jamais arrivé. Soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, mais les deux, ça marche jamais. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Ouais, et moi, le plus bel exemple là-dessus, ça peut être très bien la Groupama. La Groupama, ça marche quand ils mettent des équipes autour de l'un, autour de l'autre, mais quand ils font moitié-moitié, ça marche, ça plante. Ouais, mais ils n'avaient pas un leader Ils n'avaient pas un leader fiable comme on peut. Enfin, tu fous Roglic sur la Volta avec un Groenewegen ou autre, ça passait. Hein. Ça dépend du leader que tu as forcément. Et en l'occurrence, une fois, si tu mets Groenewegen, il va faire ses diffs tout seul sur les chronos. Il va faire ses diffs tout seul sur les chronos. Tu fous un chrono à la fin, il va aller chercher le maillot et voilà. C'est pas une. Évidemment, tu as besoin d'une équipe pour gérer si tu as le maillot très tôt. Si c'est pas le cas, t'es pas forcément dans l'absolu obligé de le faire. Non, mais tu as quand même besoin au minimum, si tu veux jouer un grand tour, tu as quand même besoin d'avoir 3 grimpeurs autour de toi. Oui, 3 grimpeurs. Mais je pense que les 3 grimpeurs, il les a assez facilement. Masnada, qui est très bon. Tu peux avoir Julien Lafilippe, qui peut être très bon. Ça fait 1,5. Tu peux avoir Van Wilder il faudrait qu'il confirme un peu. Ça fait ensuite, derrière, voilà, tu peux recruter un gars supplémentaire. Ouais, mais il te faut un vrai grimpeur, parce que même Masnada, oui, il est très bon, mais c'est pas un mec qui sera là quand il en restera 20. Hein. Là où, par exemple, tu parlais de Bardet tout à l'heure, sur 20 mecs, sur le Giro, tu étais certain qu'Aretsman serait là, aux côtés de Bardet. Masnada, je pense que sur le Giro, il y était, hein, si parmi lui, il est 20. Non. Le Masnada de l'année dernière, j'étais épaté, il était tellement fort. Ce Masnada de l'an passé, il était très fort sur les étapes de vallon-montagne type Lombardie. Sur le profil Lombardie, oui, il serait sur des étapes de haute montagne. C'est trop dur pour lui, quand même.
il peut prendre des échappées, de gagner une échappée en montagne. Il peut pas être là avec les meilleurs. C'est trop juste quand même. Bah, avec les meilleurs, Ça non. reste un super coureur. Hein. T'as dit 20 coureurs. Donc 20 coureurs, oui. Mais 20 coureurs, t'as 12 leaders. Et t'as Masnada. 12 leaders et 8 équipiers. Il y a 8 équipiers, pas de temps. Mais encore une fois, oui, il leur manque un grimpeur. Je dis pas qu'il leur manque 25 coureurs. Hein. Oui, un grimpeur, mais je pense qu'en Il leur effet, manque au moins un solide je pense grimpeur. pas que le fait de prendre Merlier empêche le fait d'avoir un grimpeur potentiellement à recruter. Voilà. Bah, ils ont pas non plus une marge énorme pour l'an prochain, Quick-Step, hein, quand même. Ils ont déjà beaucoup de coureurs sous contrat. Ils vont pas en avoir 25 000 de dispo qui vont partir. Hein, donc, et la plupart de leurs stars sont encore là l'an prochain. Donc, financièrement parlant, ils vont pas non plus libérer énormément de salaire. On sait que c'est pas non plus l'équipe qui a le plus d'argent du peloton, même si c'est une très bonne équipe. Donc, un grimpeur, ça coûte cher. Donc, c'est un pari qui est risqué dans ton optique de construire autour d'Evenepoel. Surtout que je serais curieux de voir si l'équipe des Flandriennes va rester la même aussi. Je ne serais pas étonné que oui, hein, mais pourtant ils ont montré leur limite. À part Asgreen, je pense que les autres sont un peu dépassés. Voilà, Lampard était pas mal sur Roubaix, etc. Mais je pense qu'à part Asgreen, c'est quand même une petite fin de cycle. Et je ne sais pas s'il va se contenter de ça pour... Attention, ils sont pas sous contrat l'an prochain déjà. Stibar et Lampard. Elle va se rajeunir l'équipe des classiques. Tu vois, il y a un mec comme Steinle qui va prendre plus de place. Voilà, tu as Ballerini aussi peut-être. Tu auras toujours Asgreen. Tu auras toujours Vernon, Sénéchal. Je pense que Vernon peut être pas mal sur les fesses. Tu auras toujours Sénéchal. Et puis après, tu auras peut-être un Van Tricht. Voilà, jeune. Voilà, ouais, c'est vrai que tu as Sénéchal, auquel je pensais plus. Ouais. Mais en effet, les Lampert et Stibar, voilà, ça va dégager ça probablement. Et leur père, pour le coup, si les deux ne remplissent pas, mais je pense que ce sera le cas au moins de Stibar. Lampard, je ne sais pas, parce qu'il est belge et un peu plus jeune et ça reste un bon roller, donc peut-être qu'il faudra le garder. Mais je pense que Stibar partira. L'avantage, c'est que c'est quand même des coureurs un peu historiques et gros salaires de l'équipe. Donc, tu as moyen d'aller chercher peut-être 2 grimpeurs avec leur salaire. Si tant est que tu as le même budget salarial que l'an dernier, ce qui n'est quand même pas non plus une certitude dans les. Puis n'oublions pas qu'il y a Van Wilder. Ouais, mais Van Wilder, en même temps, c'est que. Faut pas dire qu'il confirme ses. Il n'a pas de chance. Pour l'instant, il n'a pas de chance. Cette année, il n'a pas de chance. Hein. Mais moi, je me rappelle et je le redis, je l'avais fait dans mon portrait sur Vélo Futé. Van Wilder, c'était l'autre Belge derrière Evenepoel. Ouais, clairement. Vraiment, deuxième, il était très proche. C'est un gros potentiel. Et un gros tout à fait, c'est un gros potentiel. Et en plus, c'est un peu le même style de grimpette que Evenepoel. Donc il se correspondrait bien pour que l'un soit là en backup de l'autre. Ouais. Il serait temps qu'il expose un peu quand même, parce que ça fait quand même 3 ans, c'est la troisième saison et ils sont pas une énorme progression malheureusement. Quoi. Ouais, maintenant c'est vrai que cette année, comme Tito le disait, il n'a pas de bol. L'année passée avec DSM, tu as eu aussi toute une partie de la saison qui est gâchée avec les relations. Ouais, mais il fait quand même top 10 sur le Romandie. Voilà, il fait des trucs intéressants. Début de saison passée, je le trouvais intéressant, ouais. Oui, donc voilà, oui, il n'a pas pu confirmer, mais il a des circonstances atténuantes. Non, mais c'est ça. Mais son début de saison l'an dernier, il est très très intéressant. Il fait top 10 UAE, top 15 Catalogne, 3e Romandie. Bon bah voilà, non, je confonds avec Massadab, je suis pas sur la bonne fiche. Je me disais aussi, putain, ça fait beaucoup quand même là. Non, mais il a souvent eu un petit jour sans, en fait, si je me rappelle bien, à début d'année passée, et du coup, si tu regardes les classements finaux, c'est moins. Ouais, mais il a fait des belles journées. Enfin, voilà, je pense que c'était un peu irrégulier, mais il a montré des belles choses. C'est en montagne qu'il a du mal pour l'instant. Oui. Ouais. Il avait fait des gros chronos, ouais. Il a pas de mal en montagne. Et c'est un peu là dont ils ont besoin. On parlait transfert. Vous me disiez juste avant l'émission là que Mollema a prolongé. Alors moi j'avais vu qu'il avait signé, mais j'avais pas vu. Donc Mollema, il prolonge pour 4 ans. Assez particulier vu son âge. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle signature? Honnêtement, je veux bien que les coureurs soient performants de plus en plus vieux. Il est déjà vieux, 35 ans. Mais là, prolonger 4 ans, un mec qui a 35 ans et qui va avoir 36 cette année, franchement, je comprends pas. Et puis c'est Mollema, on parle pas d'une. Enfin, si, c'est une star si on veut, mais c'est pas un gars qui gagne tout, c'est pas un Valverde. On parle pas de Valverde, il a pas le niveau de Valverde à 35 ans. Non, mais l'an dernier. Valverde, 35 ans, il est sur le podium du Tour. Là, Mollema, à 35 ans,
Il fait une il très n'est bonne pas en saison dernière. échappé, quoi. Il fait une très bonne saison dernière, Mollema. Voilà, mais Oui, il oui, Ils sent auraient quand prolongé même- l'an dernier 3 ans, j'aurais compris. Mais depuis sa victoire au Lombardie, on sent quand même une phase descendante qu'il entame et qui le suit là. Tu vois, il est toujours bon, mais il est de moins en moins tranchant. Et l'année prochaine, je pense qu'il sera encore moins bon. Alors, L'an passé, il fait vraiment une très très bonne saison. Donc c'est pour ça que oui, je dis, s'il avait prolongé l'an dernier, j'aurais compris. Parce que son année dernière, je mais pense même que c'est non, sa meilleure, moi c'est j'en sa ai pas meilleure compris. plutôt 4 ans, 2-3 c'est saisons. pas possible. Tu le prolonges 2 4 ans. ans, voilà, c'est ouais, ça. 4 ans, c'est fou. 4 ans, c'est incompréhensible. C'est une des prolongations les plus longues du World Tour ces dernières années. Or, très très jeune que tu blindes sur le long terme, mais je veux dire, prolongation, c'est une des plus longues. Non, clairement, ils veulent leur faire le capitaine de route, quoi, un peu Et historique de 4 ans, l'équipe. 4 ans, c'est énorme. Ah, et c'est une icône. C'est donc, énorme. oui. Ouais. Pour un coureur qui t'apportera peut-être 2-3 succès par an, grand maximum, si tout va bien. Et avec un salaire monstrueux, Après, probablement. le salaire, je sais pas, mais à moins qu'il l'ait prolongé pour pas cher. À moins que dans les 4 ans, on sait pas, il y ait peut-être 2 ans dans le staff ou des trucs dans le genre. Je pourrais le croire, peut-être, mais ça n'a pas l'air d'être le cas vu le communiqué qu'ils avaient donné. Peut-être Après, qu'il y a bon. possibilité de reconversion, enfin, tu vois, dans les peut-être. 4 ans, enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'ose espérer. Ouais, prolongation de 4 ans, ça fait quand même violent à 35 ans. Quoi. Mais tu prends l'exemple de Valverde tout en disant que c'est même pas Valverde. Mais Valverde n'a jamais été prolongé 4 ans par un Movistar, pas une seule fois. Ça a toujours été 2 ans par 2 ans, puis 1 an par 1 an. Parce que tu sais pas, à cet âge-là, tu sais pas ce que l'an dernier va donner. Si ça se trouve, l'an prochain, même en Continental Pro, Mollema, il peut un pied devant l'autre. Je lui souhaite pas. Hein. Faut pas qu'il ait une blessure. Il a une grosse blessure qui l'arrête fort, il relancera plus la machine. Donc voilà, faut. Ce que je vous propose, c'est de passer à la troisième rubrique. Donc, c'est ce que Joël vous évoque en cyclisme. Alors, ça peut être de manière globale ou ça peut être un souvenir précis. JB, tu peux prendre peut-être la parole en premier. Tito en parle en premier, parce que comme on va plus ou moins évoquer le même et que je vais le compléter plus tard. D'accord, vas-y, Tito. commence par développer. Oh, t'es gentil. Ouais, je sais. Tu sais que j'ai une affection particulière pour Valverde et juin, c'est le Dauphiné libéré. Et il y a eu 2 années particulières, en 2008 et 2009, parce qu'il gagne 2 fois le Dauphiné. Et j'ai notamment cette image du fameux Valverde, vous savez, celui qui, selon la légende, n'attaque jamais. Et qui donc là attaque à 10 bornes de l'arrivée. Voilà, sous le panneau des 10 bornes de l'arrivée, à 10 km. Evans, maillot jaune, Contador, maillot vert et deuxième du général. Il attaque au Mont Ventoux, 10 km de l'arrivée, il part seul. Il revient sur Sylvester Smith, si je le prononce bien. Ensuite, ils s'entendent dans la zone un peu venteuse. Et puis, en haut de l'arrivée, voilà, Smith a un incident mécanique. Et donc, Valverde se dirige vers la victoire. Il se retourne. Il simule lui aussi un saut de chaîne pour que Smith repasse devant et le laisse gagner. Et voilà, pour moi, cette étape, c'était du grand Valverde dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est un des coureurs, même s'il est détesté, je ne sais pas pourquoi par certains, c'est un des coureurs les plus généreux. Il a offert un nombre de victoires incalculable à ses équipiers, enfin, pas incalculable, non. Mais il a offert énormément de victoires à ses équipiers. Il n'hésite pas à l'offrir aussi à des coureurs qui le méritent, en l'occurrence Smith, parce qu'il l'avait aidé, etc. Et même le faire alors qu'il pouvait perdre du temps et pas prendre le maillot jaune. Et puis en même temps, c'est voilà, soi-disant il attaque pas, mais il attaquait à 10 bornes de l'arrivée. Il faisait de vraies différences en montagne. C'était l'image en fait un petit peu de Valverde. Voilà, un coureur qui, certes, n'attaque pas tout le temps, mais parce qu'il n'avait pas toujours les jambes, et puis parce qu'il pouvait gagner autrement. Donc forcément, quand tu peux gagner au sprint, pourquoi attaquer? Roglic, on le voit pas forcément toujours attaquer à la fin. Il attaque souvent dans le dernier kilomètre. Voilà, comme Valverde, c'est un peu leur style. Forcément, quand tu es Romain Bardet, tu es obligé d'attaquer parce que tu veux pas gagner au sprint. C'est mécanique, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un super moment parce que derrière, il gagne le général. Et c'était 2009, je crois. Et c'est vraiment un très beau souvenir que j'ai parce que c'est une de ses plus belles victoires. Donc, en tout cas sur les courses à étapes en montagne. Et donc tu vas compléter alors, JB. J'ai complété parce que je vais partir sur un souvenir différent pour pas qu'on se répète, mais c'est vrai que 2009, je me rappelle, et c'est vrai que comme le disons souvent, c'est tellement le symbole de Valverde,
cette étape-là, c'est que on le critique toujours, on dit qu'il attaque pas et qu'il pense qu'à sa gueule, alors que c'est à l'opposé du personnage sur tous les points de vue. Et ce jour-là, il aurait pu perdre le général à vouloir absolument laisser la victoire à Schmidt qui l'avait aidé, mais non, il lui avait donné sa parole, il lui avait dit qu'il avait donné donnait sa la parole. victoire, et il l'a attendu, il aurait pu perdre le général, parce que il gagne le général avec 10 secondes d'avance, je crois, sur Ouais, Evans à l'arrivée. non, mais oui, non, mais... Donc voilà, ça aurait pu se jouer à ça, et arrivé, bon, l'histoire est belle, il gagne le général, il laisse la victoire à Schmidt, et tout est parfait, mais c'est tout un symbole. Et c'est vrai que c'est peut-être le meilleur Valverde qu'on ait eu en montagne cette année-là, et ça rend un peu frustrant le fait qu'il n'ait pas pu courir le Tour de France cette année-là à cause de l'interdiction de courir en Italie du comité olympique. Mais pour développer vraiment mon meilleur souvenir, moi, de juin, c'est un peu plus personnel, c'est que c'est le Dauphiné 2012, parce que il y avait un chrono qui se terminait à Bourg-en-Bresse, et c'est de là que vient la quasi-totalité de ma famille, on va être simple, hein. Les 2 grands-parents habitent là-bas, mes parents ont grandi là-bas, mon frère et ma sœur sont nés là-bas. Donc c'est un coin où je partais beaucoup de temps, et grâce à ma grand-mère, j'avais eu accès à la zone d'arrivée du chrono. Donc c'était un peu ma première fois avec tous les coureurs, etc. J'étais vu de près les mecs, etc. Bon, pas de bol, Valverde n'y était pas. Mais voilà, j'avais vu plein de coureurs. Bon, c'était un peu la domination de la Sky sur ce chrono-là, parce que je crois qu'ils avaient fait 4 des 5 premiers. Mais donc l'étape, j'ai pas forcément souvenir de l'étape, mais je me rappelle, c'était vraiment sympa d'être dans le monde du cyclisme, d'être au milieu des coureurs, des directeurs sportifs, des cars et tout. Donc c'est un peu vraiment c'est pas le jour où j'étais le plus à l'intérieur du peloton, parce que depuis j'ai refait, mais c'est vrai que c'était la première fois, et donc c'est un souvenir forcément particulier, en plus du fait que ça a été le dernier jour vraiment de la carrière professionnelle d'Andy Schleck, qui n'est pas forcément un très bon souvenir à ce niveau-là, malheureusement, parce que c'est dans ce chrono-là qui tombe à cause du vent, et qu'il se pète le bassin, je crois, si je me rappelle bien. Donc bon, c'est à la fois un très bon souvenir, et puis un souvenir un peu plus triste, parce que je l'aimais bien quand même, Andy Schleck. Ouais. C'est quand même un coureur sur le vélo tellement beau à voir. Dommage qu'il ait centré sa carrière uniquement sur le Tour de France, et que finalement il n'ait existé, à part, il gagne Liège, mais, ouais. Mais globalement, en fait, en montagne, c'est incroyable, hein, tu vois, puisqu'on s'est concentré sur l'article, le top 10 des meilleurs grimpeurs. Putain, il a jamais gagné autre part que sur le Tour de France, le mec. En montagne, jamais. Enfin, c'est fou, quoi. Faut se dire, il y en a qui le considèrent comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire, enfin, en tout cas du 21e siècle, et de se dire qu'en fait, bah non, en fait, il était exceptionnel, mais que sur le Tour. Voilà. Ouais. Ah, le mec trop... dans l'année, on le voyait 22 jours dans l'année. Voilà. Le jour de Liège et les 21 jours de France. C'est ouais. tout. Mais quel coureur. Moi aussi, je l'adorais. Quel coureur. Et puis, s'il n'avait pas eu son frère, je pense qu'il en aurait gagné plus d'un tour aussi. Parce que bon, on ne peut pas dire que son frère l'ait aidé à lâcher tous ses adversaires. Ouais. Bah écoutez, moi je vais rester aussi sur le Dauphiné. Et moi je vais prendre 2011. Alors on parle d'un mec qui, tu vois, Bardet, il doit arriver seul pour gagner. Ben, le coureur que j'aimais, il devait arriver seul pour gagner aussi. C'est la seule victoire professionnelle de Jochen van den Broek. Non, alors là, j'étais devant ma télé ce jour-là, le jour où enfin il va la claquer. Donc j'ai vécu le final debout dans mon salon devant la télé, sous tension maximale. Et je pensais. Ça, t'inquiète pas. Ouais, mais je pensais tellement qu'il allait se faire reprendre quand Purito attaque derrière, et puis finalement, il gagne relativement facilement. Et il rate juste le maillot de leader pour quelques secondes, qui revient à Vinokourov. Et après, j'ai dû aller voir là avant de faire l'émission pour voir ce qu'il fait finalement en général. Ça m'a pas marqué du tout. Mais la victoire, quoi, la seule victoire finalement qu'il a eue, à part un titre de champion de Belgique contre la montre, mais je veux dire au niveau international, sa seule victoire professionnelle. Ouais, ça. Moi, j'ai une mauvaise mémoire, j'en ai déjà parlé avec Titouan. Donc, pour que ça me reste gravé, faut vraiment que ce soit un truc très très fort, quoi. Et ça restera. Ça a été vraiment très 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 fort pour moi, d'autant plus que d'abord je l'aimais bien parce qu'à l'époque, alors c'est pas le mec
le plus charismatique, c'était pas le mec le plus charismatique du peloton, etc. Mais bon, en tant que Belge, c'est l'époque où tu devais être derrière lui. Il y avait que lui, quoi. Il y avait que lui à ce niveau. Alors non, il y avait des autres mecs qui pouvaient donner des émotions, mais pour jouer à classement, il y avait vraiment que lui. Et en plus, je faisais un jeu vélo où chaque année, je le payais bien bon et cher, alors que personne n'en voulait, mais je claquais toute ma fortune dessus quand même pour l'avoir. Et donc, enfin, il m'avait apporté la victoire. Donc, ça participe au souvenir aussi. Une belle récompense pour ton suivi attentif. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, voilà. On va passer à la 4e rubrique. Alors là, c'est la course que vous allez attendre le plus impatiemment en juin 2022. Est-ce qu'il y a une course que vous attendez patiemment d'abord et si oui, laquelle? On va changer un peu l'ordre. JB, vas-y cette fois. Moi, je vais prendre le contre-pied, allez, à la petite on va dire. La course que j'attends le plus, vu que la plupart du temps, ces derniers temps, ni Roglic ni Pogacar ne viennent sur le Dauphiné ou sur le Tour de Suisse. Roglic sera sur le Dauphiné. Hein. Oui, mais ils viennent jamais ensemble sur la même course. Ça a un peu moins d'intérêt avant le Tour de France. Et que Valverde ne fera pas aucune de ces courses-là, ça a moins d'intérêt personnel. Donc la course, finalement, que j'ai plus envie de voir, même si elle ne sera pas diffusée, sauf erreur de ma part, c'est le Baby Giro. Parce que finalement, c'est un peu l'esprit d'un grand tour pour les jeunes. Et que c'est un peu la course où on voit les futurs de demain avec le Tour d'avenir, quoi. Donc, et c'est une course où on a vu l'année passée, si je ne me trompe pas, Pidcock, Batrio Hansen, qui sont maintenant tous les deux des coureurs qui font des résultats dès cette saison. Donc, c'est une course qui m'intéresse pour l'avenir. C'est une course qui a un très très beau tracé d'ailleurs. Oui, et puis on a envie de voir Romain Grégoire gagner. Si ça peut arriver, on n'est pas contre. Mais c'est vrai qu'il y a un parcours qui est intéressant. Alors, encore une fois, je pense que ce n'est pas diffusé, il faudra vérifier, mais je crois qu'il n'y a pas d'image généralement de l'épreuve, en tout cas pas en direct. Mais voilà, j'aurais bien voulu voir l'étape de la Foniera, l'arrivée au sommet. C'est un des plus grands cols d'Italie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de savoir qui c'est qui va s'imposer là-bas. Parce que c'est forcément un grimpeur talentueux, un mec qui sera l'an prochain ou dans 2 ans un des bons grimpeurs du peloton. Donc, ça m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse, peut-être encore plus d'ailleurs que les résultats du mois chez les pros, où c'est un peu le mois qui m'intéresse le moins de la saison, faut être honnête. Mais chez les espoirs, c'est un mois qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Sur la lancée de son mois d'avril et de mai assez extraordinaire, c'est vrai qu'on a envie de voir ce que Romain Grégoire va pouvoir faire face au pur grimpeur qu'il y aura sur l'épreuve. Lui, Giro, les Belges se sont pas mal illustrés ces dernières années. Van den Abel fait 2 fois podium sur les 2 dernières éditions. Là. Ouais, mais j'avoue que je sais même pas si on a du bon Belge encore dans ces catégories-là. J'avoue, je suis pas du tout ça. Il y en a forcément chez Lotto Soudal et à la team Elevate, mais je t'avoue que je ne sais pas s'ils peuvent le général cette année. Je ne sais pas du tout qui c'est qu'il y a. On ne fait pas la startiste encore pour l'instant. Non. Mais a priori, il va y avoir Van Etfeldt qui va le faire. Ça c'est prévu. Mais je ne sais même pas ce qu'il vaut. Je regarde. Non, voilà, c'est ça. Vu ses résultats actuels, il est en forme, ça c'est sûr, puisqu'il fait 2e de Liège, 2e de la Flèche Ardennaise. Et l'an passé, il avait fait 8e du Tour d'Alsace. Bon, ça doit être un bon grimpeur. Il a fait 6e du Giro l'an dernier. Ah oui. Tu vois, voilà, c'est ça. En fait, tu me dirais les noms, je les connais pas tellement, et c'est justement par là aussi que j'apprends à les connaître et que j'attendais Van den Abel, etc. C'était le lieutenant de Van den Abel l'an dernier. Voilà. Titouan, je te vois concentré, à mon avis, sur la start list. Je cherchais un petit peu voir la start list, mais elle n'est pas encore sortie trop. Non, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura Grégoire pour la Groupama, les Lopez pour Astana. Et ça ne peut pas être tout ce qu'on sait. Il y aura sûrement du beau monde chez Kolpak Balan, comme souvent. Ouais, il devrait être sur Development DSM, il va sûrement y avoir des coureurs qu'on va découvrir, mais des bons. Je ne sais pas si Bittner y sera, mais j'espère. Il y aura les Moi, il m'a mis une frappe en pleine lucarne, la JB, parce que c'était exactement. C'était ce que je voulais dire. Putain, c'est bon, c'est réussi.
Je vais changer mon fusil d'épaule. Bon, il y en avait une deuxième que j'attendais un peu. Comme JB, c'est pas le mois qui me transcende le plus, mais en fait, j'aime beaucoup ce mois-là parce que il y a la sortie de Pro Cycling Manager, parce qu'il y a la sortie de Tour de France, et puis parce qu'on approche du Tour de France, donc il y a toute cette préparation et ce jeu en fait plus stratégique sur qui avance ses pions, qui est en forme, qui ne l'est pas. C'est plus tout ce côté-là en fait qui m'excite dans le mois de juin. Et donc du coup, bon bah, j'avoue que le Tour de Suisse m'interpelle et m'intéresse un peu plus parce que bah il y a la présence de Thibaut Pinot. Voilà, Pinot qui est évidemment, comme beaucoup, un coureur que j'apprécie énormément, très beau coureur, excellent grimpeur, que j'ai pris en transfert sur Revols. J'ai tenté plutôt que de prendre le futur vainqueur du Tour de Suisse, Felipe Martinez, j'ai choisi Pinot. Voilà, en espérant qu'il puisse faire un podium ou quelque chose de bien. Il y a une belle start list sur ce Tour de Suisse. Il y a Bissegger qui va peut-être remporter le prologue du Tour de France dans un mois. Voilà, il y a des beaux coureurs. Donc moi, c'est en tout cas Bissegger, je le vois bien gagner le prologue du Tour de France. Donc du coup, voilà, il y a des beaux coureurs. Il y a un parcours qui est toujours intéressant, même si je trouve que depuis 2-3 ans, il est quand même globalement moins intéressant qu'il ne l'a été à une époque. Je trouve que les étapes de montagne sont pas toujours bien tracées. Je suis un peu frustré de ce côté-là. Mais voilà, toi, tu vois, du côté de la Quick Step, ben, il y aura le retour de Van Wilder, il y aura Evenepoel, t'auras Cosnefroy chez les Français, t'auras Pinot, t'auras une énorme équipe Bora avec Charman, Vlasov, Higuita, t'auras Martinez, voilà, t'auras globalement des Hirschi, voilà, Hirschi qui est un coureur qu'on aime beaucoup, Krag Andersen aussi qui est un coureur qu'on aime beaucoup, qu'on a interviewé comme Hirschi, comme Hirschi. Donc voilà, cette course m'emballe. Mais c'est vrai que dans l'esprit de vélo futé un petit peu, on aime bien suivre les jeunes pépites et voilà, le Baby Giro, c'était quelque chose qu'on attendait. Et d'ailleurs, on a sorti une preview qui est déjà disponible sur notre site et on attend juste que les favoris soient là pour pouvoir la partager. Enfin, les favoris que la start list sorte pour qu'on puisse faire les favoris et donc pour qu'on puisse la partager. Mais voilà, cette course comment dire, nous enthousiasme beaucoup. Ouais. Bah écoute, moi j'avais choisi justement le Tour de Suisse. Alors généralement, c'est vrai que c'est le Dauphiné que je préfère sur ce mois-là, mais là, bah, justement, toi tu parles de la présence de Pinot, ben moi en tant que Belge, je parle de la présence de Remco. Ben, en fait, c'est pas rien que la présence de Remco, c'est que c'est la présence de Remco face à tous les noms que tu viens de citer, Titouan, des Vlasov, des Martinez, etc. Là, j'ai vraiment envie de voir si on va voir une évolution par rapport à ce qu'on a vu au début de saison face à ces coureurs-là, tu vois. Donc c'est surtout ça qui me hype en fait, c'est juste de voir revoir Remco face à ces mecs-là et voir comment ça évolue. Ce sera très intéressant. Ouais, clairement. Surtout que le parcours, j'ai regardé un petit peu parce que je n'ai pas regardé jusque-là. Le parcours est pas facile, mais en même temps pour Remco, c'est un parcours quasi idéal en fait. Pour un il manque un chrono. D'habitude, il y a un chrono pour Remco. Bah, il y a quand même 25 bornes pour terminer. Oui, mais d'habitude, il y a un prologue et 25 bornes pour terminer. Ouais, un prologue, et Remco n'est pas un très très bon coureur de prologue, faut être honnête. Enfin, il aurait mis une mine à tout le monde quand même. Hein. Sur un prologue, il n'est pas si bon que ça, Remco. Il a besoin quand même qu'il y ait de la distance. Et il me semble que sur le Tirreno, il est bon sur 10 bornes. Hein. Ah, mais sur 10 bornes, c'est plus un prologue. Ah, 10 bornes, c'est jusqu'à un prologue. Jusqu'à 10 bornes, c'est un prologue. Hein. Non, 9 bornes. 9 bornes le prologue. Et 10 ou 9 bornes, c'est pareil. Il faut être précis, Tico. Sinon, ça sont des imbéciles. En termes de résultats, 9 ou 10 bornes. Il faisait 14 sur le Tirreno. Ça commençait à devenir un chrono correct. Et il se prend pourtant une valise par Ghana. Pas une valise. On parle de Ghana, on parle pas de Martinez. C'est ça. Mais oui, je veux dire, le parcours est quand même assez idéal pour Evenepoel. Il y a 2 arrivées au sommet, sans vraiment enchaînement de gros cols, et un chrono de 25 bornes. Donc bon, c'est un des favoris. Hein. Ouais. Bah, le favori, c'est Martinez, quoi. Voilà, Martinez et peut-être bien le deuxième favori. Martinez, Evenepoel, Vlasov, voilà. Moi, Vlasov, j'y crois. Moi, Vlasov, j'ai beaucoup de mal à y croire sur les courses par étapes très montagneuses. Je trouve que c'est un mec qui a un... Peut-être, ça va être bizarre à dire pour moi, mais j'ai l'impression que c'est presque le mec qui a un profil à la Valverde. C'est-à-dire que c'est un très bon puncher. Non, mais laisse-moi finir. J'ai pas dit que c'était Valverde. N'exagère pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est un bon puncher. C'est un bon grimpeur puncher. Mais la haute montagne,
Non. Ben, moi, j'étais d'accord Non, avec toi jusqu'à ce début de saison, mais il m'a quand même bien bluffé. Même sur le début de saison, il n'a pas gagné une seule fois en haute montagne. D'un autre côté, il n'y a pas vraiment eu d'étape de haute montagne. Ouais. Non plus, mais. Mais j'ai encore des réserves, je suis d'accord avec toi, hein, je j'ai encore des trouve réserves. je trouve que c'est plus un puncher qu'un grimpeur. Enfin, plus un puncher grimpeur qu'un grimpeur. Ça, il y a un petit, je trouve qu'il y a un petit engouement à ce niveau-là, notamment parce que les gars de la Lanterne Rouge, là, le site anglais, là, ils s'emballent avec les watts pour dire toujours que c'est un puncher. Je suis pas. Non, c'est pas pour ça que je dis ça, c'est que Non, juste mais qu'il a fait cette en saison, tout cas, je participe son pas à niveau cette sur hype. les classiques et son sprint et sa qualité de sprint sur la Romandie, je trouve que c'est presque plus un puncher qu'un grimpeur. En plus, vu ses limites qu'il a montré l'an dernier en fait, alors, puncher. Il est bon sur les courts cols, mais je suis pas sûr qu'il ait ce punch pour aller éliminer non plus. Donc c'est pour ça que j'aime pas sur les classiques pour autant. Voilà. J'aime pas non plus le mot puncher. Voilà, Martinez par exemple est plus puncher pour moi que Vlasov. Tu vois, Martinez a plus d'explosivité, plus de voilà. C'est un vrai bon grimpeur aussi. C'est un coureur qui sera très bon sur ce genre de profil. Maintenant, je le définirais pas comme puncher. Je dirais que c'est un coureur complet. Voilà, et que je le vois plus gagner Liège que de devoir gagner un grand tour. Voilà. Bah, d'ailleurs, il en a été plus près. Hein. Peut-être. Oui, il a été prêt. Ouais. Peut-être. Liège, ça correspond bien au grimpeur. Donc, ouais, Evenepoel l'a gagné aussi. Dans ce cas-là, Evenepoel est un grimpeur. Bardet a failli le gagner aussi. Il va gagner la Vuelta aussi. Andy Schleck l'a gagné. C'est une classique qui correspond bien au grimpeur. Oui, c'est une classique qui réagit bien au grimpeur. Après, pour gagner, il faut avoir autre chose. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Bardet n'a pas gagné. Un grimpeur, mais c'est tout. Bah, merci beaucoup, Damien, à toi. Merci à vous. J'allais dire, il me reste justement 1 minute pour vous remercier pour votre disponibilité et pour votre 18 participation. secondes pour te remercier alors. Ouais, regarde, 1 minute 11, tu vois, on avait le temps quand même. Merci à toi de nous avoir invités, surtout. Ouais, avec plaisir. Merci à vous d'être venus et je le répète à tous mes invités. En fait, ce truc, je l'ai fait au départ sans prétention et c'est bien parce que c'est différent d'interagir en tweetant que de discuter un peu avec les gens à l'audio et en visio. Et moi, ça me fait plaisir de faire plein de connaissances comme ça et de faire, je vais pas dire grandir ma communauté parce que ça tourne un peu toujours dans les mêmes, mais de nouer des liens un peu plus forts avec la communauté. Donc voilà. Donc voilà, ça va couper. Donc merci beaucoup. On partage. Merci à toi, Damien. Merci et à bientôt sur Twitter. De toute façon, une prochaine, le vélo. Ouais, oui. On refera ça. De toute façon, j'espère bien faire un best-of fin d'année avec tous ceux qui seront dispo, qui ont participé. On fera ça. Ça marche, avec plaisir. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut. Salut.